voilà, Vim en numéro 1, en tout cas Vim qui sera un des acteurs, Datacore qui sera aussi speaker, et d'ailleurs qui commencera en tant que speaker, Datacore qui est là pour parler de virtualisation de stockage, qui est aussi un partenaire technologique avec qui on travaille depuis de nombreuses années. C'est avec Datacore qu'on a fait nos premiers clusters étendus multi-salles techniques. Donc voilà, c'est solution innovante de virtualisation de stockage avec lequel on travaille très très bien. Et puis ce sont des pure players du stockage. Donc vous avez des gens qui ont des experts techniques sur ce métier-là. Donc voilà, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et puis le dernier acteur qui est Eaton, qui est historiquement un vendeur de matériel, historiquement, de batteries, mais pas que, pas tout. Pas Raphaël historiquement, mais qui vendait historiquement des batteries et plein d'autres matériels dans le data center. En tout cas, chez nous, c'était plutôt des onduleurs. Et ils sont là aussi aujourd'hui parce qu'ils ont la qualité d'être proches de leur réseau de partenaires. Et quand on a travaillé sur les processus d'extinction des clusters étendus, donc multisalles techniques, ils ont le mérite de voir arriver une petite entreprise qui est venue les challenger sur leur software pour pouvoir le faire. Et au lieu de nous fermer la porte, comme on a pu le faire beaucoup de constructeurs, en fait, ils l'ont plutôt ouverte. Et ce qui nous a permis de travailler avec eux et de transformer nos scripts historiques en début de software. Et aujourd'hui, ils ont sorti une version de software en version 2++, qui permet d'accéder à nos besoins de l'époque. Et donc, on est très content qu'ils aient travaillé sur toute cette partie-là. C'est ça qu'ils vont venir nous présenter aujourd'hui. Et comme vous n'êtes pas venu pour m'écouter parler, je vais passer la main tout de suite à Datacore. Merci à tous en tout cas. Merci. Tu as tiens, si tu veux, tu peux la mettre ici. Tu peux cliquer. Comme ça, tu maîtrises. Super. Non, dans l'autre sens. Ah, c'est moi. Vas-y. Moi, je suis pas en photo, donc je suis que le commercial, parce que monsieur est le technicien qui connaît tous les astuces. Mais je voulais savoir, vous connaissez déjà un petit peu Datacore? Parce que j'ai vu quelques personnes qui ont déjà du Datacore. Donc, merci. Puis donc, si vous avez besoin de témoignages, il y a des utilisateurs qui pourront vous en parler encore aussi bien que Gaëtan. Donc moi je suis le commercial régional du Grand Ouest, je suis chez Datacore depuis 10 ans, donc on est une société très stable parce que les personnes restent, quand c'est bien, personne ne s'en va. Et le plus intéressant c'est ce que Gaëtan va vous raconter, donc je vais lui donner la main tout de suite. Bonjour à tous, donc Gaëtan. Je suis là pour vous parler de Datacore. Datacore, c'est une société qui a 23-24 ans bientôt, donc très stable au niveau de l'IT. C'est une société qui est 100% orientée virtualisation de stockage, qui sur les 24 ans d'existence avait un produit unique, Sun Symphony, le produit dont je vais vous parler aujourd'hui, qui a changé un petit peu depuis, on va dire, 2-3 ans. On a monté des partenariats. Alors, il y a 6 ans, on a monté un partenariat avec une société qu'on a racheté par la suite et l'autre société qu'on a racheté il y a 2 ans, où donc ça nous permet d'étoffer un petit peu le portfolio. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que c'est des orientations sur de l'objet, sur du conteneur, c'est pas forcément la thématique du moment, mais sachez que voilà, on a Sun Symphony, produit historique chez nous, dont je vais parler, et d'autres produits pour la virtualisation de stockage sur de l'objet, sur du conteneur, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. L'idée de Sun Symphony, c'est quoi? En tout cas de Datacore, c'était il y a en 98, siècle passé, c'était de pouvoir innover un petit peu, rajouter de la fonctionnalité avancée sur de la brique stockage qui bougeait pas, qui avait aucune évolution. On avait du disque qui grossissait pas à l'époque, qui a eu beaucoup de mal à grossir. On a eu du SAN, du NAS derrière, mais avec des complexités de gestion. Et l'idée, c'était de trouver comment on pouvait améliorer tout ça. On est arrivé en même temps que VMware sur le marché. 98, naissance de VMware, naissance de Datacore. On n'a pas eu le même essor pour une raison, enfin, toutes les raisons du monde. Peut-être une en tout cas, c'est que notre patron de l'époque n'avait pas, qui est toujours notre patron d'ailleurs, qui n'avait pas envie de vendre Datacore à travers un fabricant. On est agnostique aux constructeurs, agnostique au matériel, aux technologies, et il ne voulait pas se coller avec un Dell à l'époque, chose qu'a fait VMware et qui a plutôt bien réussi, et puis derrière, on s'en fout. Mais l'idée elle est là. Donc on est agnostique au matériel, on est capable d'amener des fonctionnalités, on est capable de faire quelque chose d'un peu plus sexy que offrir un simple disque, et ça on le fait depuis les années 2000, depuis le début des années 2000, et on avait de la virtualisation de stockage, on avait de la haute disponibilité, on avait du gestion de pool, du tiering dans les années 2000, là où on parlait encore de MT4, de Novell et compagnie. Donc c'était vraiment super innovant à l'époque, et a priori ça reste innovant parce que tout à l'heure j'ai entendu solution innovante Datacore. Donc on a 20 ans, mais on reste innovant. L'idée c'est quoi? C'est encore une fois, c'est de pouvoir offrir
à travers la virtualisation de stockage, une facilité de gestion qui va vous permettre de ramener des nouvelles technologies au sein de votre infrastructure. Vous avez des baies de stockage traditionnelles, vous avez du disque, vous avez besoin de rajouter de la performance, vous voulez mettre du SSD, alors c'est plus super innovant maintenant, mais on va parler d'NVMe, on va parler d'Optane, de nouvelles technologies, sur des volumétries assez faibles, et vous avez quand même besoin d'avoir un gros gain de performance, tout en conservant les solutions de stockage existantes que vous avez achetées, elles sont sous support, il n'y a aucune raison de les virer, elles marchent très bien. Donc ça va être la capacité de pouvoir virtualiser cet ensemble de stockage et être capable de pouvoir les gérer comme un pool unique. Se dire aussi en même temps, si j'ai besoin de faire un refresh de mon infra, j'avais une pauvre baie à l'époque, avec 2 serveurs VMware, Hyper-V, KVM, machin, je vais pouvoir faire un truc un peu plus sexy, un peu plus innovant, je vais être capable d'aller vers de l'hyperconvergence, un gros mot, ou un mot qui est super utilisé aujourd'hui, à outrance, pour pas dire grand chose, parce qu'il n'y a pas de norme derrière cette terminologie d'hyperconvergence, et tout le monde fait tout et n'importe quoi avec, mais l'idée c'est de se dire, je veux pouvoir réduire considérablement mes frais, je veux pouvoir simplifier mon infrastructure, je veux pouvoir être résilient, réellement résilient sur mon infra, eh bien je vais être capable de pouvoir m'offrir la business continuity, continuité de service sur le stockage, et qui dit continuité de service sur le stockage dit forcément continuité de service au complet sur mon data center ou sur mes data centers. Je ne suis pas obligé d'avoir tout dans la même salle du coup, si je suis capable d'avoir de la continuité de service sur du stockage, je peux étendre ça, je peux entendre mon infrastructure dans 2 salles et pouvoir répondre à des problématiques de perte de clim, de mise en maintenance parce que j'ai un onduleur qui doit être regardé, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va être capable de faire. Et encore une fois, de rajouter de la volumétrie, donc faire des expansions très facilement sur mon infra. Donc l'idée, elle est là. Je virtualise, j'amène des fonctionnalités avancées sur mon stockage, et donc du coup, je peux répondre à toutes les problématiques que je vais avoir, que je devrais rencontrer au niveau de mon SI. C'est ce qu'on rencontre en tout cas chez tous nos clients. C'est la première. Le stockage, c'est quoi? C'est la merde, c'est ce qui fait que mon SI il va pas bien, parce que je ne l'ai pas fait évoluer, parce que c'est compliqué à le faire évoluer. J'ai fait évoluer mes serveurs, j'ai des serveurs dernière génération avec plein de cœurs, avec beaucoup de RAM, avec des cartes 10 Go, avec du 25 Go, etc. Donc j'arrive à avoir une belle infrastructure de compute, mais mon stockage reste le goulot d'étranglement. La seule solution qui est proposée par tout le monde, c'est full NVMe ou full SSD. Ça a un coût sur la migration, sur la transformation, et surtout on sait que j'ai beau avoir 1 Tera, 10 Tera, 100 Tera de stockage, je sais que ce qui nécessite réellement du SSD ou du NVMe, du disque performant, c'est quoi? C'est 5-10% de ma volumétrie, pas plus. Donc me dire je vais mettre 90%, allez peut-être 80%, si j'ai dit que j'ai 20% qui nécessite réellement de la performance sur du disque NVMe, du disque qui me coûte cher, du disque qui est peu évolutif, parce que autant le rotatif, depuis 30 ans, c'est le même, et racheter du rotatif, même un peu plus capacitif, c'est la même chose, du NVMe, du SSD, si vous regardez chez tous les constructeurs, tous les 3 jours, il y a une nouvelle gamme qui sort, etc. Donc si je mets une baie aujourd'hui avec du disque SSD qui a 2 ans, dans 3 ans, quand je vais vouloir la remplacer, ou quand je vais vouloir la faire évoluer sur ces 3 ans, je vais me retrouver avec toutes les problématiques de gestion du compute, du semi-conducteur géré dans le SSD, et je vais payer des trucs chers qui sont moins performants que ce que je pourrais avoir le lendemain. Donc l'idée c'est de se dire, avec du Datacore, on est capable de faire de l'auto-tiering, on le fait depuis toujours, on le faisait historiquement sur des technologies SSD déclassées vers du rotatif pour chercher le coût. Aujourd'hui, on va continuer à faire ce mode d'auto-tiering, on va travailler avec du NVMe, de l'Optane, du NVMe sur les tiers importants, lorsqu'on cherche vraiment la très très grosse performance, du SSD, toutes les classes de SSD, et encore une fois du rotatif derrière. Et le gros intérêt aussi, c'est que lorsqu'on va parler de full SSD, parce que beaucoup de clients encore souhaitent du full SSD, HP propose du full SSD, Dell propose du full SSD, etc. Donc on va se dire, ça serait bien d'avoir une offre en full SSD, on va être capable à travers l'auto-tiering de pouvoir déclasser les SSD et utiliser du SSD capacitif pour les besoins de capacité et du SSD performant et résilient pour les 5-10% qu'on va faire de mon infrastructure qui demande. Donc du coup, être capable de pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'auto-tiering à bon escient, donc faire de la réduction de coûts. Une fois que j'ai la performance atteinte sur mon infrastructure, comment je peux la rendre résiliente? Aujourd'hui, vous avez tous dans la salle, j'imagine, aller à 80-90% du VMware, les 10-20% qui restent, vous êtes peut-être sur de l'Hyper-V, du KVM, c'est en règle générale ce qu'on retrouve chez nos clients, du serveur physique un petit peu encore. Pour ceux qui sont en VMware Hyper-V, vous en avez 2, 3, et vous avez une baie de stockage en dessous. Lorsqu'on vous a vendu Hyper-V, VMware à l'époque, je ne jette pas la pierre
aux partenaires, surtout pas, mais on vous l'a vendu avec la haute disponibilité. On vous a dit il y a 2 nœuds, il y a 3 nœuds, je peux arrêter un nœud, ça continue à fonctionner, je peux faire une maintenance, ça continue à fonctionner, etc. C'est vrai, s'il y a un nœud qui crache, ça continue, ça redémarre de l'autre côté. Mais pour que ça fonctionne, il vous faut une baie de stockage en dessous. Et si elle, la baie de stockage, elle crache, vous n'avez plus rien qui marche. Vous êtes obligé d'être dans la même salle pour que ça fonctionne. Vous avez une baie unique, vous mettez les VMware, tous les VMware dans la même salle. Il y a une logique à ça, encore une fois, c'est ce que vend VMware, ce que vend Hyper-V. Ça fonctionne très très bien. La problématique, c'est que si on n'est pas encore optimisé, si vous avez fait le pas de la vertu sur VMware, parce que vous cherchez la performance, la résilience, la flexibilité sur la gestion d'un compute, pourquoi pas faire le pas aussi sur la partie stockage, et donc du coup, être capable de pouvoir offrir un stockage étendu sur 2 éléments de stockage différents, 2 serveurs x86, dans la même salle, dans 2 salles différentes, dans 2 data centers. Si vous avez, dans un modèle industriel, 2 bâtiments qui sont interconnectés ou interconnectables, ou vous êtes un hôpital, ou vous êtes une municipalité, il y a plein de solutions. Vous êtes une société privée, et vous avez du fric, vous êtes capable de mettre à 50 km de fibre noire entre vos 2 data centers, pourquoi pas. On est capable aujourd'hui d'offrir un stockage étendu sur ces 2 data centers avec les 50 km ou avec les 500 mètres, ou les 5 mètres de distance entre vos serveurs, et offrir un stockage résilient, un stockage qui va être présenté, visible, de par le compute comme un seul élément de stockage, et donc du coup répondre à les problématiques que vous connaissez sur VMware, mais là au niveau du stockage, ou au niveau du SEO complet. Donc une mise en maintenance, un arrêt parce que je dois arrêter mon onduleur, etc. Je vais continuer à travailler. Je ne suis pas obligé de le faire la nuit, je ne suis pas obligé de le faire le week-end. Je peux intervenir en journée à n'importe quel moment. Et je peux bien évidemment répondre à des défaillances, comme si j'étais du VMware. Mieux, sur du VMware, si vous avez un crash d'un ESX, votre VM est vôtre et il redémarre. Nous, on parle de stockage, on est sur un vrai actif-actif. Si le stockage se vôtre pour toutes les raisons du monde, on est en actif-actif, on est en miroir synchrone, c'est-à-dire que le stockage est là, vous avez la même donnée de l'autre côté. Vous êtes accessible directement. La VM qui c'est votre aile, et pas le stockage. L'extension, encore une fois, c'est la capacité de rajouter de la volumétrie à outrance. Donc, on est sur boîte américaine, il faut qu'on aille très très loin, donc croissance à l'infini, forcément, et au-delà. Mais voilà, l'idée elle est là. On est capable de pouvoir gérer n'importe quelle volumétrie de stockage, du premier Tera de stockage. Donc, vous êtes un client, vous avez 1 Tera, vous avez les mêmes besoins de résilience, de performance, de flexibilité qu'un client qui aurait 1 péta. Donc du premier Tera jusqu'au péta, on a cette capacité de croissance facile et surtout de gestion agnostique de votre stockage. Donc vous avez une BHP aujourd'hui, vous voulez passer sur du Dell, vous voulez rajouter du NVMe, soit en prenant une carte Western Digital ou n'importe quoi, vous avez cette flexibilité. Encore une fois, on n'est pas monoconstructeur, vous n'êtes pas monoconstructeur, vous n'êtes pas marié avec un, même si HP, Dell, Lenovo, ils sont tous très très bien, il n'y a aucun problème, mais voilà, on peut très bien faire des choix et échanger le lendemain. Donc voilà l'idée un petit peu de DataCore, c'est ça, c'est d'amener cette virtualisation de stockage qui vous permet de vous affranchir de tous les verrous constructeurs qu'on a l'habitude de voir sur du stockage, de pouvoir appliquer la même logique qui vous a séduit lorsque Envolis est venu vous voir, vous a dit putain, VMware, franchement, faut y aller. Vous avez fait ce pas, voilà. On va vous dire la même chose avec du DataCore. On va répondre avec du software defined. VMware, lorsque vous a parlé de VMware, d'Hyper-V, KVM, vous a parlé de software defined infrastructure. Il y a la même chose côté networking, côté sécurité, software defined network, security, etc. Nous, on parle de software defined storage, et on en parle depuis encore une fois plus de 20 ans. À l'époque, Georges Texera, qui était notre patron, vous pouvez rechercher sur Google si ça vous tente, Georges Texera parlait de software driven storage en 98. C'est la même chose. S'il était resté, s'il avait parlé de software defined, je suis sûr, en 98, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait de software driven. Et ce software defined, c'est quelque chose qui n'est pas normé, au même titre que la partie hyperconvergence. Donc tout le monde répond. Vous avez des gens comme HP, très bien, encore très bonne marque, Dell, très bonne marque, qui répondent software defined lorsque ils sont purement hardware, ils ne sont pas software. Donc il y a des petites nuances qui, aujourd'hui, essayent d'être imposées par un monsieur qui s'appelle Le Gartner, qui n'est pas Dieu au niveau de l'IT, mais qui prétend. Et pour être software defined, le Gartner donne 4 points. Vous allez voir que, encore une fois, si on fait le parallèle avec VMware, Hyper-V, vous connaissez parfaitement, on est tous dedans. Le premier, c'est le côté agnostique. Je ne fais que de répéter ce terme-là, mais c'est être capable de pouvoir piloter tout type de ressources, tout type de marque sans aucun souci. J'ai un cluster VMware, j'ai un serveur HP DL380 G8, j'ai un G9 à côté, ou j'ai un Dell, ça va marcher. Je peux avoir des petites problématiques de CPU,
je vais mettre le VC côté VMware, mais rien à foutre, la VM elle va basculer de l'un à l'autre, ça va marcher. Lorsqu'on va parler de stockage, on va être capable de faire pareil encore une fois. J'ai un besoin de stockage, j'ai du disque rotatif traditionnel qui est embarqué dans une BMSA de chez HP, j'ai un serveur Dell qui va piloter tout ça, dans lequel je vais mettre du NVMe qui vient de chez Samsung, et je suis capable de mixer tout ça et de faire en sorte que ça fonctionne et que ma VM, mon besoin Oracle pour une petite partie aille sur le NVMe et pour une autre partie aille sur le disque rotatif. C'est être capable de séparer l'intelligence de la ressource, le software du hardware. Encore une fois, si je suis constructeur, quand je vends ma baie, quand je vends mon nœud d'hyperconvergence X, dans ce nœud-là, dans cette boîte-là, j'ai tout qui va avec. Et lorsque je veux faire évoluer mon infrastructure, je suis obligé de faire évoluer l'infrastructure au complet. Je rachète la boîte au complet. Même si mes licences, les licences qui font partie du coût quand j'achète ma boîte, elles sont incluses, qui me mettent du reporting, qui me mettent de la haute disponibilité, qui me mettent tout ce que vous pouvez imaginer, même si tout ça je l'ai payé et il me convient parfaitement, je veux juste avoir un petit peu plus de pêche et changer de performance de disque, etc. Quand je change, je paye. Si je veux juste faire des mises à jour, si je suis sur du VMware aujourd'hui, encore une fois, j'ai mes serveurs Dell HP, je veux changer mes serveurs parce qu'ils arrivent en fin de vie, je ne paye pas VMware. Il n'y a aucune raison que je repaye VMware. Je change que mes hardware. A l'inverse, je veux actualiser VMware, je veux passer d'une version 6.7 à une version 7. J'ai le support VMware, j'ai le droit de le faire, et mon hardware, encore une fois, en dessous, j'y touche pas. Pourquoi, lorsqu'on est sur du stockage, on est obligé, ou sur de l'hyperconvergence, on est obligé de voir tout ça comme une seule boîte, et à chaque fois de payer le tout dès que je veux faire une migration. Donc l'idée, elle est là, encore une fois, si je suis dans la vertu, je dois conserver la philosophie de la vertu, la philosophie que j'applique sur la partie compute, sur VMware, Hyper-V, etc., sur tout l'ensemble de mon SI. Le troisième point qui revient sur le point 1, tout à l'heure j'étais agnostique, je gère du stockage, peu importe d'où il vient, comment il vient, etc. L'idée c'est de pouvoir le gérer comme un pool de stockage et de faire en sorte que pour moi, en tant que client, je n'ai qu'un seul élément de stockage. Donc encore une fois, que j'ai du NVMe ou du cloud, à la limite, peu importe, ma base Oracle, si elle a besoin de tirer de la performance, elle ira sur une technologie. Si elle n'a pas besoin de tirer de performance, ou parce que j'ai laissé le fichier ISO sur mon serveur Oracle, ça fait 5 ans qu'il est là, mon fichier, il consomme une volumétrie conséquente, il prend 5-6 gigas, excusez-moi, et personne n'y touche, il n'y a aucune raison qu'il soit sur du SSD ou du NVMe. Il sera sur le disque rotatif à pas cher. Donc ça, c'est la gestion du pool, encore une fois, côté agnostique et la gestion pool. Et encore une fois, quatrième point, qui est peut-être le plus logique pour vous lorsqu'on parle de vertu, c'est le côté haute disponibilité, c'est réponse à maintenance, réponse à défaillance sur mon infrastructure. Je dois continuer à fonctionner, peu importe ce qu'il arrive. Et encore une fois, que j'ai 1 Tera ou 1 péta, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence. Vous imaginez bien que Total, de la haute disponibilité, depuis toujours, ils en ont. Pas depuis toujours, non. Mais moi, j'ai bossé pour Total il y a une quinzaine d'années. Quand j'étais chez Capgemini, ils avaient déjà des solutions de baies de stockage, ils avaient déjà des pétas de stockage avec du PPRC, ils arrivaient déjà à répliquer, etc. On parle de boîtes qu'on du fric, avec des grosses infrastructures. Oui, ça paraît logique que ces gens-là, ils aient cette résilience-là. Mais vous aussi avez le même besoin. Il n'y a aucune raison, parce que j'ai 1 Tera, 10 Tera, 20 Tera de stockage, de ne pas avoir les mêmes gains technologiques que ces grosses sociétés. Donc voilà un petit peu pour DataCore. DataCore, c'est quoi? C'est une solution, encore une fois, pure software. On va installer DataCore sur un serveur x86, un serveur traditionnel, Dell, HP, Lenovo, etc. Qu'on va pouvoir... Oups, comment je fais pour revenir en arrière? Ça slide pas. Pas grave. Sur le PC peut-être si tu veux. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Non, ça marche pas. Non, t'emmerdes pas. Donc, serveur x86, 2 nœuds minimum pour avoir une résilience minimum. Après, on va être capable de monter jusqu'à 64 nœuds, piloter tout type de stockage, pour offrir du stockage, à la limite la flèche de gauche peut-être sur le clavier. Voilà, nickel. Hop là, je suis allé trouver. Toc. La flèche de gauche, voilà. C'est bon, Donc ça va, c'est nickel, c'est nickel. Donc 2 serveurs DataCore, 2 bouts de soft qu'on va installer sur du serveur x86. En modèle physique, en modèle appliance, data center, je vais piloter tout type de stockage embarqué dans mon serveur ou en externalisé. Mais aussi sur un modèle virtuel, c'est-à-dire que ce que je définis ici, sur du traditionnel, sur de l'appliance, peut aussi être virtualisé. Et donc du coup, rentrer sur mon serveur VMware, mon Hyper-V, mon KVM, mon Proxmox, mon Oracle VM, peu importe ce que j'ai. Et du coup, offrir une solution dite d'hyperconvergence, et là construite sur mesure. Nous, DataCore en tant que tel, on ne propose pas d'hyperconvergence, même si d'un point de vue marketing, on en parle beaucoup. Par contre,
Envolis, avec la connaissance de votre compte, la connaissance des hardware qui vendent tous les jours, HP, Dell, Lenovo, VMware, Hyper-V, des gens comme Vim, des gens comme... Quoi, on va pas parler de tout l'écosystème, mais toutes les solutions aujourd'hui peuvent être virtualisées. Et du coup, on peut offrir vraiment une solution d'hyperconvergence sur mesure qui va répondre aux petits oignons, à votre besoin d'infrastructure du moment et aux besoins d'évolutivité que eux connaissent de votre infrastructure. Vous n'achetez pas de la boîte verrouillée figée avec la problématique de si je change de workload, demain matin je suis obligé de tout racheter. Là on est vraiment sur une construction sur mesure de votre infrastructure et on va répondre, encore une fois, avec 2 nœuds au minimum, jusqu'à 64 nœuds potentiellement interconnectables et offrir du stockage à l'ensemble des acteurs du marché x86 traditionnels en modèle physique ou virtuel, encore une fois. Et multi-site, multi-data center et blabla et blabla. Ah, du coup, ça marche plus avec la souris. Ah merde, excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Donc, des fonctionnalités avancées qu'on va retrouver sur de la baie de stockage traditionnelle high-end. Donc, lorsque je m'appelle Total, tous ces trucs-là, ils le connaissent par cœur. Lorsque j'ai juste 2 serveurs VMware avec ma baie MSA en dessous, bah, je ne sais pas ce que c'est que le miroir synchrone, je ne sais pas ce que c'est que le snapshot, je ne sais pas ce que c'est que le CDP, etc. Parce que on ne me les offre pas, c'est pas intégré dans ce genre de boîte. Là, vous les avez directement. Donc, c'est toutes les solutions de stockage, on va dire toutes les fonctionnalités avancées qu'on va retrouver sur un stockage AN qu'on va retrouver dès le premier Tera. On ne va pas tous les passer parce que ça n'a pas de sens, mais le miroir synchrone, encore une fois, c'est la capacité d'avoir une résilience sur 2 nœuds au minimum, donc cette fameuse ce mode synchrone qui me permet de pouvoir éteindre un stockage ou perdre un stockage à tout moment et continuer à fonctionner. Le parallèle IO, on va le voir un petit peu plus loin, mais c'est pour amener de la performance sur votre stockage. Ce qui va surtout être intéressant, ça va être le CDP, le Continuous Data Protection, qui est une réponse à problématique d'intégrité ou de perte de fichiers, de perte de données. On va surtout aujourd'hui l'utiliser pour réponse au ransomware, on va le voir tout à l'heure, mais c'est vraiment très intéressant. Et puis plein d'autres fonctionnalités, encore une fois, qui sont intéressantes, et la souris, elle ne marche toujours pas, c'est pas grave. Je vais me mettre par là du coup. Ouais, écoute, sinon tu me dis un peu... Non, je suis bien, c'est bien. Donc voilà un petit... Non, c'est bon. Du coup, je me mets là. Donc voilà un petit peu l'idée de Datacore. Encore une fois, c'est 2 serveurs, physiques ou virtuels, du stockage embarqué, dans le serveur, en extérieur. C'est parce que historiquement, j'étais HP, j'ai un serveur, 2 serveurs HP, et demain je vais aller chez Dell et Envolis va me proposer du Dell. Je suis capable, je ne suis pas verrouillé par mon choix passé, donc cette capacité de pouvoir travailler avec tous les constructeurs et l'offrir encore une fois en multi-site, multi-data center, être capable de pouvoir perdre un data center au complet, une salle au complet, sans remettre en question mon infrastructure. Le stockage qui est proposé, le stockage qui est physique sur mes 2 serveurs, donc qui me permet d'avoir cette résilience physique, va être mirroré en mode synchrone en permanence et présenté à l'ensemble de mes clients, physiques ou virtuels, à travers du multi-chemin natif. Ce qui fait que si j'arrête un datacore, si je perds un datacore pour X raison, encore une fois, je continue à fonctionner. Nativement, je ne rajoute pas d'agent sur mon VMware, mon Hyper-V ou autre, c'est natif, il n'y a rien à faire. La performance, moi je ne vais pas vous fatiguer beaucoup avec ça, parce que c'est dans les slides, je l'ai laissé, j'aurais peut-être pas dû. C'est de la très grosse performance. On a gagné 3 awards au SPC, Storage Performance Council, une boîte de bench aux US, qui fait du bench sur toutes les solutions de stockage, pour toutes celles qui mériteraient avoir parlé de performance. On a gagné 3 awards, la meilleure performance versus l'utilisation de stockage sur 2 serveurs. Alors c'était des vieux serveurs Lenovo de l'époque, c'était il y a 4 ans, 3-4 ans déjà. On faisait 1 200 000 IO sur 2 serveurs de 2U, donc c'est vraiment ridicule on va dire sur l'empreinte stockage et 1 200 000 IO. Ce qui est surtout intéressant, c'est que pour faire ces 5 200 000 IO, ça a coûté 120 000 $. Alors c'est une belle somme, 120 000 $. Pour 2 serveurs, un peu de licence Datacore, etc., un peu de disque dedans. Mais ça ramène le coût de l'IO à 10 cents. 10 centimes de dollars l'IO. Ce qui est ridiculeusement bas versus la compétition. Et surtout, une latence moyenne, un response time de 0,2 millisecondes, 220 microsecondes de latence moyenne d'accès à mon stockage sur toute la période du bench. C'est 8 heures de run où ça simule avec de la machine virtuelle Java qui simule de la production pendant 8 heures. Pendant 8 heures, on sort 1 200 000 IO.
qui ne sert à rien parce que personne n'a besoin d'1 200 000 IO, mais on les sort pour pas cher avec une super latence. Le truc qui est sympa, c'est de se dire, si j'ai pas besoin d'1 200 000 IO, si j'ai juste besoin de 120 000 IO, si j'ai besoin de 12 000 IO, c'est déjà pas mal, sur mon infrastructure, je peux garantir mes 220 microsecondes de latence, et je peux garantir un coût d'IO le plus faible possible, qui peut le plus, peut le moins. La logique, elle est là. Et bien évidemment, je ne serai plus à 120 000 $ le bout. Donc l'IA est là, et de manière assez simple, comment ça fonctionne c'est technique, alors j'aime bien en parler, mais je vais essayer d'être super simple, On change un petit peu la donne par rapport à la gestion de l'IRQ. Vous savez tous que les PC, il y a sur un Windows, un Linux, un machin, il y a des gestions d'IRQ. L'IRQ, ce qui permet au CPU de pouvoir réserver les ressources, les accès aux ressources extérieures. Et par définition, sur un serveur x86, donc une bête stockage, c'est un serveur x86 aussi, on a une problématique de séquentialité de l'accès à la ressource. Sur un cycle CPU, je ne peux faire qu'un accès vers de la mémoire ou vers un accès vers du disque, etc. Donc on a ces problèmes d'IRQ. Avec Datacore, avec le brevet du parallèle I/O, on a cette capacité de pouvoir monter un canal et de maintenir le canal ouvert sur les cycles CPU suivants lorsqu'on a besoin de la ressource. On gère du stockage et on ne fait que ça, donc du coup, on a monté ce brevet qui nous permet, avec un graphique, on va mieux l'expliquer, de pouvoir gérer de manière parallélisée sur un cycle CPU plusieurs I/O, quand ailleurs on séquentialise obligatoirement à cause des problèmes d'IRQ. Donc forcément, plus de performance, moins de latence, et moins de coûts, parce que si je veux traiter autant de performance, Huawei, ils font plus qu'1 200 000 IO, très clairement. Mais pour ça, ils mettent des infrastructures qui valent 5 ou 6 millions. Donc c'est différent. Autre thématique qu'on va avoir dans le produit, donc la partie auto-tiering, j'en ai parlé tout à l'heure, la gestion, donc c'était le point 1, le point 3 du Gartner, le côté agnostique, le côté gestion de pool. Donc toute technologie de stockage, on va être capable de les gérer à travers du Datacore. On va être capable de les intégrer sur un nœud, sur un deuxième nœud, un troisième nœud, on va faire ce qu'on veut. Et derrière, on va être capable de positionner les blocs, les données applicatives, automatiquement sur la technologie qui a du sens. Et ce, de manière dynamique, complètement dynamique. On va faire des calculs de statistiques. On l'a vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez le schéma, on va le revoir juste après, mais il y avait un schéma, on voyait les serveurs applicatifs, les serveurs Datacore et le stockage en dessous. Donc on est au milieu de l'IO. Dès que je veux faire une lecture ou une écriture, je suis obligé de traverser Datacore. Et donc du coup, à chaque fois, je vais être capable de faire des calculs de statistiques temps réel sur mes accès. Ce qui fait que le serveur, le bout de disque que je vais donner à ma base Oracle, qui peut faire 1 Tera, ce bout de disque d'1 Tera que je vais filer, il va y avoir l'Ext4 de mon Linux, je vais avoir le moteur Oracle, je vais avoir les table space qui sont liés à ma production, je vais avoir le temps de DB, le redo log, les archives log, je parle peut-être chinois pour plein ici, mais il y a plein de choses qui... je parlais de Huawei, c'est pour ça juste avant. Il y a plein de choses qui sont vraiment liées. Bonne vanne. Il y a plein de choses qui sont liées à ma production, qui n'ont pas besoin de même niveau de performance. Le temps de DB, l'archive log, le redo log, ils ont besoin de grosses performances en lecture ou en écriture, quand, encore une fois, le fichier ISO que le DB il a laissé il y a 5 ans, il n'y a plus personne qui touche, il a besoin de rien. Et donc du coup, par rapport à ces calculs de statistiques temps réel, je vais être capable de dire pour le même volume de stockage que je vais donner à la même machine Oracle, je vais être capable de dire, bien, ce bout de bloc là qui a besoin de grosses perfs, je vais le mettre sur du NVMe, qui coûte un bras, mais j'en ai quand même besoin. Ces petites volumétries, ça passe. Et à côté, le bout de bloc qui correspond, même les gros bouts de bloc, parce qu'on va parler de plusieurs gigas qui correspondent à mon ISO, eux, ils sont déclassés vers du stockage froid. Voilà un petit peu l'idée. Et sur un mode complètement dynamique, si j'arrête ma base Oracle, eh bien ça refroidit, je vais pouvoir libérer le stockage de mon NVMe, peut-être pour mettre une autre base Oracle, une autre instance, ou un autre serveur SQL, etc. etc. Voilà un petit peu l'idée de l'auto-tiering. Ça permet d'amener de la performance, mais surtout de faire une économie d'échelle sur le stockage, et surtout de me dire que demain matin, si j'ai besoin de rajouter de la volumétrie, je peux rajouter de la volumétrie à n'importe quel niveau. Donc, parce que j'ai besoin de faire de l'archivage au bout de 3 ans, je sais que j'ai plus de données. Quand je vais rajouter de la volumétrie, 95% du temps, on la rajoute que sur du tiers lent. Je n'ai pas besoin de rajouter de la technologie performante parce que je n'ai pas changé de workload. Ou à l'inverse, sur les 3 ans de mon projet, j'ai changé de RP, j'ai changé de je sais pas quoi, et donc du coup j'ai besoin d'un workload un petit peu plus chiadé, un petit peu plus costaud, donc du coup je peux rajouter un tiers plus performant, juste sur les volumétries qui m'intéressent. Le CDP, il me reste 2 slides et après je vais pouvoir m'arrêter là. Je sais pas, je suis combien sur le temps là pour l'instant, ça passe. Ça bien, il te reste 5 minutes. Nickel, je suis bon, je suis dans les temps. Donc le CDP, Continuous Data Protection. C'est quoi cette feature? C'est une solution qui nous permet de pouvoir faire de l'archivage temps réel
des modifications réalisées sur votre stockage, au niveau du bloc. Alors, ça fait plein de mots, plein de... Mais l'idée, c'est de se dire, j'ai un file system, ce file system, c'est du disque, et dessus, j'ai plein de fichiers. J'ai un fichier Word, j'ai un fichier APST, lorsque je viens travailler, lorsque je reçois un mail, lorsque je fais une modification sur mon Word, je viens modifier des blocs sur mon fichier, et ça arrive sur le disque, sur le datacore, et je viens modifier quelques blocs. Ces blocs-là, ils correspondent à l'intégrité de ma donnée et à la modification d'intégrité de ma donnée. Si j'avais capacité, lorsque je reçois cette modification, cet ordre d'écriture, de modification de mon bloc sur Datacore, si j'avais capacité de le positionner sur un log FIFO, parce que je veux protéger ce volume-là. Je ne suis pas obligé de protéger l'ensemble des volumes. Mais sur un volume Oracle, sur un volume, un file server, sur lequel on pourrait subir par exemple des attaques ransomware. Si je voulais venir protéger mon stockage, ma donnée, et si à chaque fois que j'avais une modification du plus petit élément, le bit, qui correspond à ma donnée, j'étais capable de venir l'archiver, l'enregistrer dans un fichier de log dédié à ça, dans lequel je vais mettre un timestamp, je vais mettre pas mal de métadata, et sur lesquels je vais être capable de faire un retour arrière si jamais j'avais envie de faire ce retour arrière. J'ai pas de galère, tout va bien, j'enregistre ma donnée sur ma prod, sur mon stockage Datacore, j'enregistre à côté cette modification sur mon log, mais si j'ai subi une attaque ransomware, si je vais manger entre midi et 2, quand je reviens à 14 h, je reçois des appels, on me dit, il n'y a plus rien qui marche, je crois qu'on s'est fait encrypter, etc. Et si j'avais la capacité de dire, bon, pas grave, je prends mon volume de file server, qui est protégé, qui a le CDP activé, je fais un retour arrière, à midi, je suis parti manger, ça avait l'air de marcher. Allez, je reviens à midi, je fais juste un clic, de manière instantanée, mon volume FIFO existe déjà, donc je n'ai pas besoin de le recréer, de manière instantanée, j'ai un nouveau volume qui se présente, qui ne consomme pas de volumétrie, c'est un mix entre ma production et mon FIFO, je n'ai pas besoin de nouvelle volumétrie. De manière instantanée, j'ai un nouveau volume qui se présente, que je peux redonner à manger à mon file server, que je peux donner à manger à n'importe quel autre serveur, parce que mon file server, s'il est attaqué, peut-être qu'il ne faut peut-être pas lui donner à lui, peut-être que je vais me le filer à moi sur mon portable, ou je ne sais pas quoi. Donc, je vais être capable de représenter mon volume et de regarder, est-ce que mon volume il est sain ou pas. Non, midi, il était déjà attaqué. Je recrée un autre à midi moins 5, à 11 h, à 10h30. 10h30, je suis stable, c'est bon le bon volume, je le représente à mon serveur, à mon filer, je fais un robocopie, je fais un copy, ou alors je fais un merge. Je sais que de toute façon mon truc il est pourri, il est mort, donc je déprésente mon volume de mon file server, pour être sûr qu'il n'y a plus d'autre activité, et je fais un merge entre mes deux données. Et un quart d'heure après, 5 minutes, 1 heure, ça dépend de la volumétrie. Si vous avez 2 pétas, ça peut prendre un peu plus de temps. Si vous avez 10 Tera, ça va prendre 10 minutes. 10 minutes après, vous avez récupéré l'ensemble de vos données. Ça, c'est intégré dans le produit. Encore une fois, je reviens sur le slide où tout à l'heure il y avait toutes les features. Toutes les features sont accessibles dès le premier Tera. Ça vient s'intégrer, on va parler tout à l'heure, juste après, on va parler de Vim, et puis il y a Vim qui va parler aussi de Vim, c'est un peu ça l'idée. On vient s'intégrer, on parle de snapshot lorsqu'on fait des backups, lorsque vous avez des solutions de backup, on parle souvent d'outils de mise à disposition de photos de votre environnement de stockage à travers un snapshot pour faire en sorte que Vim puisse bosser et améliorer ses temps de recovery, améliorer ses fenêtres de backup, etc. Ça marche très très bien. Vim a développé un plugin qui permet donc de gérer les snapshots d'Attacker, mais aussi d'attaquer directement le CDP. Donc si vous avez une solution, un stockage qui est protégé par du CDP, vous avez la capacité de backuper avec Vim via le CDP, et surtout de faire des restaurations via le CDP. Ce qui vous permet de faire de l'instant recovery, encore une fois avec une volumétrie d'1 Tera, une toute petite volumétrie, je n'ai pas besoin d'avoir des trucs de dingue, ça va fonctionner de la même manière que si j'avais un pétard. Et je suis capable de faire de l'instant recovery grâce au CDP, et grâce surtout à Vim et à son plugin. Donc voilà un petit peu pour l'idée. C'est où? Ah, dernier slide. Ce que peut être un data center, en tout cas ce qui est pour nous un data center. Il manque une slide et on a oublié tout à l'heure de la recopier, c'est pas grave. Ce qui doit être pour moi un data center, c'est 2 serveurs Datacore en modèle physique ou virtuel, encore une fois, sur un serveur x86, Dell, un Dell, un HP, un Lenovo, ce que je veux, ou sur une machine Windows,
un Hyper-V, un Oracle, un VMware, peu importe, on s'en fout. Peu importe la technologie de compute, on va être compliant nativement. On va être capable de gérer tout type de stockage sous-jacent. On va être capable de venir s'intégrer avec des solutions Eaton. Il y a aussi Eaton qui va parler tout à l'heure. On va être capable de s'intégrer avec des solutions Eaton pour pouvoir gérer. Alors Eaton va gérer très bien la mise en... Et puis Eaton en parle mieux que moi, mais la mise en arrêt des VM, etc. pour faire en sorte que si vous avez un problème électrique, en plus de vous protéger électriquement, ils vont être capables de pouvoir piloter les arrêts, etc. Mais on va aussi être capable de gérer donc l'arrêt propre d'un des serveurs DataCore pour être sûr que qu'on ne crache pas violemment et qu'on ne se retrouve pas dans des phases où on est obligé de faire des recoveries complètes dans son infrastructure. Donc Eaton va être capable de le gérer. On va s'intégrer aussi directement avec Vim, donc ce que je disais tout à l'heure pour tout ce qui va être gestion du backup sur l'environnement de production, donc Sun Symfony, le stockage de production, on va être capable de faire la gestion de snapshot ou la gestion de CDP pour faire du backup directement SAN et non plus passer, arrêter de passer par VMware ou Hyper-V pour lancer des backups et venir polluer cet environnement qui n'est pas là pour ça, qui est là pour faire du compute. Là, on va être capable de pouvoir d'éviter d'utiliser des snapshots de VMware, ou en tout cas limiter l'utilisation des snapshots de VMware au maximum pour pouvoir gagner en performance, pour éviter de figer vos machines Linux, etc. lorsqu'il y a de la production. Donc ça, c'est la partie backup de SAN de la donnée, directement donc portée par Vim via le plugin qui est accessible Enterprise Plus aujourd'hui chez Vim pour manager DataCore Sun Symfony. Et autre chose, je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais dit que j'allais pas en parler, mais je vais faire juste un petit écart parce qu'il me reste une minute, d'une technologie qu'on a chez DataCore, d'une autre technologie qui s'appelle Swarm, qui fait du stockage objet. Donc c'est plutôt orienté sur des volumétries un peu plus conséquentes, on va parler de 100 Tera, 500 Tera, péta, d'exabytes, on a des clients qui ont de l'exabyte de données, l'armée américaine, la santé de l'armée américaine qui a plus d'un exabyte de données pilotées par du Swarm. L'idée c'est de faire du stockage objet. Derrière le stockage objet, lorsqu'on va parler de backup et donc de Vim, on va parler d'immuabilité. L'immuabilité, c'est quoi? C'est la garantie que l'objet, le fichier que vous allez déposer sur votre solution de backup est non modifiable, même par moi, même par un admin DataCore qui a la main sur le Swarm. Si vous mettez un modèle d'immuabilité type compliance, personne ne peut le modifier jusqu'à sa rétention, la rétention souhaitée par Vim. Et donc du coup, on a la capacité de pouvoir garantir que votre backup, qui est fait chez vous, sur votre volumétrie d'1 Tera, 10 Tera, 50 Tera, est résilient chez vous, il est accessible rapidement à travers le repository local géré par Vim, mais Vim va être capable de faire du repository externalisé, donc toujours soit on premise parce que vous avez une volumétrie sympathique, on va mettre du Vim, du Swarm chez vous, ou alors chez votre partenaire préféré, vous avez déjà une solution Swarm ici, et il peut vous vendre une solution d'externalisation de vos backups qui va vous garantir, 1, l'immuabilité de vos données, et 2, l'externalisation, c'est-à-dire que si le bâtiment est crame, on va pas l'espérer, mais si le bâtiment, vous avez un problème vraiment majeur sur votre infrastructure, vous ne pouvez plus y aller ou n'importe quoi, eh bien vous avez cette externalisation de la donnée qui peut être faite sur un Swarm, c'est juste un flux HTTPS, donc il n'y a rien à ouvrir, enfin un petit peu de bande passante, mais c'est pas non plus un truc de dingue, et puis c'est tout. Vous avez vos données qui sont externalisées, qui sont immuables, si vous avez une attaque ransomware, vous avez la capacité de pouvoir repartir dessus sans aucun souci, c'est garanti sur facture. Si je dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est Vim ou un concurrent à Vim, non c'est un concurrent qui a garanti quelques millions si jamais ça ne marchait pas. Non, enfin on n'en parle peu, vu que c'est pas Vim. Et puis voilà. Et puis je m'arrête là. Il me restait une slide mais elle a disparu. C'est pas grave. Merci Gaëtan en tout cas. Ouais, de rien, avec beaucoup de plaisir. Très claire présentation. Merci. J'enchaîne. Bah vas-y. Bonjour à tous, donc Aurélien Beneteau. Beneteau, je viens pas de Saint-Gilles, mais je viens plutôt de Nantes. Donc je suis basé à Nantes, je suis un interlocuteur technique sur la région pour Vim. Donc j'ai un grand territoire, mais je suis très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Merci aussi à vous de m'écouter pendant une petite demi-heure. Et aujourd'hui, le sujet du moment, parce que sur la partie générale de l'infrastructure, c'est comment protéger vos données contre les cyberattaques. C'est le sujet principal. La majorité des nouveaux projets de sauvegarde qu'on voit chez les clients, c'est surtout pour être cyber résilient. Et on va vous présenter comment, ça fonctionne bien, comment Vim répond à cette partie cyber résilience.
Bon, je vais passer rapidement sur la présentation de Vim. Hein. La plupart d'entre vous connaissent la solution, connaissent la société également. Une société qui a une quinzaine d'années aujourd'hui, qui est arrivée sur la partie virtualisation. On verra qu'on a grandi aussi. Hein. Et aujourd'hui, plus de 400 000 clients. Et dans nos fiertés aussi, c'est surtout ce NPS score. Donc vous ne connaissez peut-être pas forcément cette notion-là, mais il y a un critère au niveau de l'industrie en fonction de la qualité de service. Je vais peut-être me mettre là, j'ai l'impression que je gêne. Donc le NPS score, c'est un index au niveau de l'industrie qui va de -100 à +100, qui permet de juger la satisfaction client et donc les niveaux de satisfaction liés à la réponse, par exemple au support, liés à l'accompagnement, ainsi de suite. Et donc on est plutôt très fiers d'avoir ce NPS score de 82 qui est finalement un retour de nos clients. Voilà. Alors, la virtualisation, oui, bien sûr, mais pas que aujourd'hui. Donc, finalement, on écoute aussi nos clients et on va aller répondre à des différents enjeux. Le principal enjeu aujourd'hui, c'est tout ce qui est hybridation. Donc, je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez de plus en plus de choses dans le cloud, ou des réflexions sur le cloud. Ouais, ok. Donc pour nous, le cloud, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr les clouds publics, donc AWS, Azure, Google, où là on va pouvoir sauvegarder des VM qui sont là-bas, sauvegarder des bases de données, des fichiers et ainsi de suite. Et on a également racheté une solution qui s'appelle Kasten, qui va protéger tout l'environnement Kubernetes, qui est très intéressante notamment pour la partie développeur aujourd'hui. Et ça va être un sujet qu'on va pouvoir aborder peut-être dans un second temps, la prochaine invitation dans Volis. Donc le cloud, c'est donc de l'infrastructure et c'est également des solutions. Donc là, on a la capacité de protéger Microsoft 365 également, on pourra revenir rapidement. Et puis on sort également la protection de Salesforce qui, dans la même logique que les solutions Microsoft 365, ils garantissent l'infrastructure mais ils ne garantissent pas vos données, donc c'est important de les sauvegarder. L'environnement virtuel, évidemment VMware, Hyper-V, Nutanix AHV et Red Hat, donc RHV, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Au niveau des applications, tout ce qui est base de données, donc là aussi on a grandi, hein, donc la capacité à sauvegarder de l'Oracle, du MS SQL, du Postgre, du Sapana, etc. À travers des plugins nativement, avec des agents, sans agents. Voilà, on offre différentes possibilités à nos clients en fonction de leur organisation. La volonté aussi de DBA, d'administrateur de base de données, de garder la main ou pas. Voilà, ça dépend des infrastructures et on a toute une simplicité de gestion de cette partie application. Des données non structurées, chez Vim, on attendait cette fonctionnalité, cette capacité de sauvegarder du NAS, ça a mis un peu de temps. C'est arrivé il y a 3 ans maintenant et on continue de faire évoluer cette fonctionnalité-là qui est un peu différente sur le marché. Cette capacité du coup à sauvegarder des environnements, des partages de fichiers ou des environnements NAS. Et puis des environnements physiques, donc là on parlait beaucoup de solutions finalement sans agent ou natifs avec les API. Là sur la partie physique, eh bien, on va aller supporter du Windows, du Linux, du Mac, et puis de plus en plus d'environnements AX également. Là aussi on était attendu par le marché, notamment sur toute la partie industrielle. Aujourd'hui on a un plugin sur la partie AX qui fait très bien le job avec du bare metal restore, etc. Donc on a aussi pas mal évolué sur ce domaine-là qui était plutôt historique, qui est loin de la virtualisation. Je rentre dans le vif du sujet. Alors je ne vais pas vous faire une rétrospective ransomware comme le titre l'indique. En tout cas c'est un sujet qu'on suit beaucoup nous chez Vim. Je vous invite à regarder quelques liens. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui tout le monde est concerné par le sujet ransomware, hein. Même si on entend beaucoup parler des hôpitaux, parce que tous les organismes publics ont l'obligation de communiquer en cas d'attaque et en cas de problème, notamment pour déclencher un plan blanc, etc. Mais aujourd'hui, 50% des PME sont ciblées au niveau des attaques ransomware. Donc c'est des chiffres qui sont très impressionnants et ça concerne tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'une attaque toutes les 39 secondes dans le monde.
Donc tout ça, c'est important, faut le prendre en compte, il faut être capable de se protéger. Alors, Vim ne va pas remplacer un SIEM, une sécurité périmétrique ou autre solution, un XDR, etc. du marché. Nous, on va se positionner comme la dernière ligne de défense. Vous avez tout fait pour être protégé, sauf que rien n'est faillible et les attaquants ont toujours un temps d'avance. Bien, nous, on va faire en sorte que, en cas de problème, vous allez pouvoir redémarrer avec notre solution. Et c'est ça qui est important. Et donc, comment ça se passe? Comment on se protège d'une attaque ransomware? Alors, plusieurs points. Ouais, j'ai mis beaucoup de... Finalement, Tu veux que je te clique? Non, ça va aller. Donc, pour se protéger des ransomware, on part sur 4 points. On verra, on va parler aussi de 5 piliers. La première chose, finalement, c'est aussi beaucoup de bon sens. Donc, la première chose, c'est la visibilité. Vous êtes administrateur de votre système d'information, si vous ne voyez pas ce qui se passe sur votre SI, si vous ne savez pas qui a des droits d'accès à telle ou telle application, si vous n'avez pas finalement cette visibilité-là, eh bien vous perdez beaucoup de choses et vous n'êtes pas capable de vous protéger. Donc là, on verra comment Vim accompagne sur cette visibilité. Être flexible, on parlait de software define avec Gaëtan juste avant, c'est l'ADN de Vim, cette partie flexibilité, le fait de pouvoir reposer la donnée sur des supports que l'on veut et des supports qui seront immuables également, on en reparlera. Après, c'est très bien de sauvegarder, mais il faut aussi s'entraîner à restaurer. Donc tester ce qu'on a sauvegardé la veille, est-ce que la donnée que j'ai sauvegardée la veille est restaurable? Est-ce qu'elle ne comporte pas de virus? Est-ce que si je me fais attaquer et que je perds ma salle, je vais être capable de redémarrer? Et comment? Donc ça, c'est toute la partie vérification, test, afin d'être prêt au moment et ne pas trembler finalement pour redémarrer. Ah zut, j'ai mis où mes mots de passe administrateur? Voilà, c'est toute cette phase de préparation où Vim va pouvoir accompagner également sur cette partie-là. Et enfin, on dit sauvegarder c'est bien, mais restaurer c'est encore mieux. Eh bien, c'est comment on peut restaurer rapidement, de manière granulaire et de manière fiable. Donc fiable, c'est sans virus. Et donc là, on a des mécanismes de protection, de vérification qu'il n'y a pas de virus. Donc on s'est challengé, alors je ne sais pas si vous connaissez le NIST, c'est un framework, un référentiel, au même titre qu'un ITIL par exemple, là c'est un référentiel sur la partie sécurité. Et ce référentiel-là est basé sur 5 piliers. Donc le premier, c'est toute la partie identification. Alors, justement, Vim s'est challengé pour voir ce qu'on était capable de répondre à ces 5 piliers-là. Donc la partie identification, eh bien, derrière ça, c'est comment s'assurer que toutes les VM de mon environnement, je les protège. C'est tout bête, mais comment s'assurer qu'on a cette information-là? Vim est capable de la donner. Vim est capable de localiser aussi les environnements et de s'assurer, respect RGPD, que telle ou telle donnée, telle ou telle application, où j'ai défini une certaine criticité, eh bien, je ne vais pas la sauvegarder à l'extérieur de mon infrastructure, ou alors que je vais la maîtriser à l'intérieur de mon infrastructure. Donc j'ai identifié, je suis certain d'avoir mon environnement complet, après je vais pouvoir le protéger. Alors le protéger, on y reviendra, mais la fameuse règle du 3-2-1, qui est universelle, les bonnes pratiques, donc 3 copies de la donnée, 2 médias différents, une hors-site, on y reviendra, on a même développé cette règle-là. Et le fait d'avoir des sauvegardes immuables, on y reviendra aussi, qu'est-ce qu'on entend par immuable? Nous on rajoute souvent, on aime bien ajouter immuable, mais aujourd'hui tous les acteurs font de l'immuabilité, mais on rajoute aussi une partie durcissement. Parce qu'on peut avoir de l'immuabilité, il y a des bonnes pratiques à mettre en compte, à prendre en compte et à mettre en place. La vérification, on a certaines fonctionnalités, je vais vous donner quelques gros mots comme Sure Backup, Sure Replica, qui permettent donc de s'assurer que ce qu'on a sauvegardé la veille est bien restaurable. Donc on a protégé notre environnement, on a durci au maximum notre infrastructure, on a mis en place du chiffrement, on est aujourd'hui plutôt robuste. Eh bien, on va maintenant réfléchir, ouais, mais comment je peux détecter, là, le ransomware il est passé, comment je vais le détecter et quand je me suis fait attaquer, afin de revenir au bon moment. Parce qu'il n'y a rien de pire d'avoir un ransomware qui boucle. Et il y a certains clients dans la région qui font du jambon, qui ont subi ça, le ransomware qui boucle.
Donc la détection, c'est important. Et cette détection-là, eh bien, on va pouvoir nous travailler en demandant ou en attaquant finalement les hyperviseurs, en contrôlant leur charge CPU, leur RAM, leur mémoire, etc. En contrôlant également des différentiels entre des tailles d'incréments et la taille d'une foule, etc. Toutes ces informations-là vont enrichir les informations et vont nous permettre de savoir à quel moment on s'est fait attaquer. Donc toute détection aussi, ça va passer à travers nos API. On a une solution agnostique, flexible, qui s'adapte à différentes solutions. On a parlé du Gartner, hein, dans les solutions d'antivirus, anti-malware, vous ne voyez pas Vim, hein, vous n'avez pas d'acteur de backup non plus. Nous, on va travailler avec des acteurs du marché grand public, des EZ, des Kaspersky, peut-être un peu moins, on ne va pas trop en parler, mais des Windows Defender et bien d'autres solutions. On va pouvoir justement vérifier qu'on n'a pas de virus dans notre sauvegarde grâce à ces solutions. Anticipation, je l'ai évoqué un peu juste avant, je disais bah oui, c'est important de s'entraîner, c'est important de tester, c'est important d'anticiper. Et là on a un produit en fait qui nous permet donc à travers des catégorisations qu'on va faire au niveau des applications. Donc typiquement vous avez défini une quinzaine, une vingtaine d'applications, peut-être même moins, 5-10 applications très critiques, l'Active Directory, quelques bases SQL, quelques bases métiers qui sont vraiment critiques. Eh bien, c'est comment je les redémarre, dans quel ordre, et comment j'automatise aussi ces tests réguliers pour que le moment où j'ai un problème, je puisse cliquer sur un simple bouton pour pouvoir redémarrer mon infrastructure. Et enfin, la reprise après sinistre, donc là, c'est une autre fonctionnalité qui s'appelle Secure Restore, où là, avant de restaurer, eh bien, je fais une analyse antivirus, et comme je disais, avec un acteur du marché, avec votre solution propre que vous avez chez vous, des possibilités d'être très granulaire, on y reviendra, et la possibilité donc aussi d'être massif, d'être rapide au moment de la restauration. Donc ça, on s'est challengé, puis je vais vous détailler à peu près les différentes fonctionnalités, dont la première qui est la partie visibilité. Vous avez peut-être entendu parler d'une solution chez Vim qui s'appelle Vim1. Donc on a finalement créé un bundle qui regroupe Vim1 et notre fameux Vim Backup et Réplication, VBR. Et Vim1 est intéressant à plusieurs aspects, notamment dans l'approche ransomware. On va regarder aujourd'hui surtout la partie ransomware, avec cette partie alerte proactive. Je vous parlais de la capacité de détecter un ransomware, une attaque de type ransomware. C'est des alarmes qu'on a disponibles au niveau de Vim1. Tout ce qui est aussi alarme au niveau de l'immuabilité, au niveau de la gouvernance. Donc la gouvernance, c'est une notion qui est très importante. C'est comment s'assurer que un utilisateur lambda, finalement, n'a pas des privilèges au-dessus de ses besoins, et ainsi de suite. Donc ça, on va pouvoir contrôler, superviser à travers Vim1. Et Vim1 a d'autres fonctionnalités très intéressantes aussi, complémentaires, moins liées à la partie ransomware, mais par exemple toute la partie capacity planning qui peut être intéressante. On y revient, la fameuse règle des 3-2-1. Donc, comme je le disais, 3 copies différentes, donc une copie en production minimum, et 2 autres copies sur 2 supports différents, donc des supports les plus différents possibles. Donc on ne va pas mettre ça sur 2 serveurs Windows. Il y a de fortes chances qu'il y ait un problème, ou sur 2 NAS identiques, il y a de fortes chances qu'il y ait un problème. On va essayer de mixer, donc un serveur Windows, un serveur Linux. En plus, le Linux, on va pouvoir le rendre immuable et le durcir. Ou alors de la bande. De manière historique, la bande elle fonctionne très bien et nous on la recommande même à nos clients. Et puis une copie hors site, on y reviendra. Il y a différentes possibilités sur cette copie hors site et on peut proposer différentes solutions. Et ce qu'on a rajouté, je l'ai déjà un peu évoqué, c'est le fait d'avoir une copie physiquement isolée hors ligne. Donc là le cas c'est la bande. J'ai retiré ma bande de mon lecteur. Eh bien, l'attaquant à distance, il aura du mal à la chiffrer. J'ai également d'autres solutions qui, là, plutôt d'un point de vue logiciel, nous permettent donc de rendre la donnée immuable et donc d'empêcher la suppression ou la modification des données. Également qu'elles soient chez vous ou en cloud. Et le fait toujours de tester, vérifier sa capacité de restauration. Donc on a enrichi cette fameuse règle du 3-2-1 en rajoutant un 1 et un 0. Alors rentrons un peu dans cette partie immuabilité.
Donc, ce qu'on aime bien à dire, c'est qu'on est immuable à toutes les étapes. Déjà, une première étape, on l'a vu un peu avec Datacore et notre plugin, c'est notre capacité à piloter les snapshots au niveau des baies de stockage. Ça, c'est un premier point, hein, cette capacité à être résilient et à pouvoir redémarrer. Et puis ensuite, une fois qu'on va déposer la donnée, eh bien, on a la possibilité donc, de déposer la donnée sur différents tirs de sauvegarde. Un qui est plutôt, la plupart du temps, performant, donc cette première cible de sauvegarde, où là, on peut déposer sur différents supports, et on a sorti, du coup, une fonctionnalité chez Vim qui s'appelle Vim Harden Repository, qui est sur une base Linux, mais ce qu'il faut retenir, c'est un peu un fonctionnement en mode appliance. Donc on va installer un serveur, donc serveur x86 de votre choix. On va mettre un Linux que vous voulez, là aussi, on a plusieurs possibilités de distribution. Et on va appliquer des bonnes pratiques, donc la possibilité de mettre en place donc un tag sur la sauvegarde pendant X temps, et puis on va désactiver le compte-route, on va désactiver le SSH, on va vraiment limiter au maximum la surface d'attaque, et on va dédier ce rôle-là sur ce repository-là. On ne va pas multiplier les rôles afin d'avoir quelque chose de très durci. Et après, on a la possibilité aussi d'externaliser cette donnée-là. Donc sur du stockage objet, on a entendu parler de Swarm juste avant, avec la possibilité de faire un lock. Hein. Donc là, c'est tout ce qui est stockage objet S3 compatible, mais on a aussi d'autres hyperscalers qui proposent ces solutions-là. Et après, dans les solutions compatibles, on a aussi donc, la possibilité de faire de l'archivage. Dans cette notion d'immuable, il y a aussi deux autres notions que j'ai rajoutées à gauche, qui sont historiques, qui sont pilotées par Vim. C'est la bande. La bande, ça existe, ça fonctionne bien, ça consomme peu d'énergie. Alors, il y a de l'exploitation, il y a des tâches d'intervention quotidienne ou hebdomadaire, mais c'est quelque chose qui est très viable pour se protéger des ransomware. Et aujourd'hui, avec des LTO 8 et LTO 9, on a des performances plutôt intéressantes. Et on a aussi Cloud Connect, donc Vim Cloud Connect, je ne sais pas si ça vous parle. Envolis pourra en parler. C'est la possibilité donc d'externaliser chez un de nos partenaires votre sauvegarde. Et on a la possibilité donc d'avoir une corbeille. Et donc si vous faites attaquer, chiffrer, supprimer toutes vos sauvegardes, Envolis conserve cette donnée pendant le temps qu'on aura défini ensemble, ou vous aurez défini plutôt avec vos clients, donc par exemple 7 jours, et Envolis pourra vous redonner ces données-là qui ont été sauvegardées. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et qui permet de maintenir aussi la relation entre Envolis et vous. Un exemple d'intégration Vim et Datacore. Donc ça reprend un peu ce que Gaëtan disait juste avant moi. La possibilité donc d'intégration au niveau Sainte Symfony avec le plugin Vim. Donc là, pour pouvoir piloter les snapshots et le fameux CDP qui était présenté en amont. Vim Backup et Réplication, donc là, qui va pouvoir stocker sur le fameux Performance Tier, qui pourrait être derrière une API de Sainte Symfony et embarquer ce Vim Harden Repository dessus, et externaliser, pourquoi pas, sur du Swarm, avec cette possibilité d'Object Lock, donc pour être immeuble également. Donc là, c'est vraiment... On a pris ceinture, bretelle, donc on est protégé de bout en bout. On a des mécanismes de protection contre les ransomware, mais qui sont différents à chaque fois. C'est 3 méthodes différentes, et justement c'est en diversifiant les méthodes qu'on permet donc, de s'affranchir ou de garantir une maîtrise avancée des données. La restauration, point important, une des forces de Vim, 91 scénarios de restauration. Alors rassurez-vous, on ne les utilise pas tous les jours, vous allez en utiliser 2-3 tous les jours, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en cas d'attaque, si on reste sur le sujet de l'attaque, eh bien, vous pouvez avoir besoin de certaines méthodes de restauration que vous n'utilisez pas habituellement. D'ailleurs, le support Vim peut vous accompagner dessus. On a une task force dédiée, donc tous nos clients qui nous appellent et qui indiquent CryptoLocker, ransomware, peu importe, le ticket est automatiquement orienté vers une équipe spéciale chez Vim qui s'occupe que de ça, et donc peut vous accompagner également dans cette partie restauration
comment garantir que mettre des fonctionnalités comme Secure Restore, faire une analyse antivirus avant restauration, comment restaurer rapidement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qu'on rend compte, c'est que la plupart du temps, alors notamment pour les organismes publics, mais c'est aussi vrai sur la partie privée, c'est qu'une fois qu'on se fait attaquer, on coupe tout. On coupe tout, on coupe le data center, et là, on attend. On fait de l'investigation, donc on ne peut pas tout de suite redémarrer, on ne peut pas redémarrer rapidement. Et une fois qu'on a détecté, analysé son environnement, là, on va pouvoir commencer à redémarrer, et on va pouvoir avoir différentes solutions de restauration. Là aussi, on est souvent un peu guidé sur cette démarche-là. Ce qu'on rencontre, nous, auprès des clients, quand on discute beaucoup avec les clients qui se sont fait attaquer, et la plupart du temps, ils doivent redémarrer petit à petit, service par service, remettre des VM propres, donc des enveloppes propres, remettre des OS, des applicatifs, et ensuite déposer la donnée qui a été sauvegardée. Et ils avancent comme ça, petit à petit. On a plusieurs exemples comme ça. On fait rarement du Massive Restore. Quand on peut, on en profite. Mais donc c'est pour ça qu'on a besoin de différentes méthodes de restauration. Et dans les méthodes de restauration, on l'évoquait, c'était de pouvoir piloter les snapshots, notamment par exemple de Datacore. Et donc, dans le cas présent, donc là, on supporte énormément de partenaires au niveau de l'infrastructure, mais tout simplement, on pilote les snapshots côté Datacore. Et au niveau de notre sauvegarde, on va pouvoir avoir une restauration niveau fichier directement ou niveau applicatif. Et donc là, on a différents explorers pour le monde applicatif. Et si on regarde le monde applicatif, on prend l'exemple de l'Active Directory qui est aujourd'hui la pierre angulaire ou le point important de l'infrastructure, une des forces de Vim, déjà, c'est de le sauvegarder sans agent, sans script, nativement, avec de la consistance applicative, et d'avoir cette capacité d'avoir cet explorateur de restauration. Aujourd'hui, la plupart du temps, au niveau des attaques, ce que va chercher un attaquant, c'est s'élever en privilège, et donc il va s'en prendre à l'Active Directory. Une fois qu'il est sur l'Active Directory, il peut faire plein de choses. Soit il crée des nouveaux utilisateurs, de factice, soit il modifie des GPO, il fait plein de choses. Là, grâce à cet Explorer-là, déjà on peut se comparer à la production. Se comparer à la production. Donc j'ai fait ma sauvegarde, je veux restaurer, je me compare à la production, j'affiche les changements, et là je vois qu'il y a plusieurs utilisateurs, il y a plusieurs GPO qui ont changé. Et je vais pouvoir du coup restaurer tout simplement avec un clic droit, et restaurer petit à petit mon infrastructure et modifier ma partie Active Directory. Donc ça, c'est une des forces des Explorers, c'est de pouvoir restaurer granulairement et d'avoir cette visibilité également sur cette partie production. Au niveau du temps, je suis comment? Il reste je suis bien petit 5 minutes. Ouais. Ok. On a un produit, donc je vous ai parlé, si on rentre dans les produits Vim, donc je vous ai parlé de Vim One plus Vim Backup et Application qui font le bundle Vim Availability Suite. Et on a un ransomware pack qui rajoute un produit qui s'appelle VDRO pour Vim Disaster Recovery Orchestrator. Et donc, qui est un peu compliqué comme nom, je vous l'accorde, mais le dernier nom, orchestrateur, c'est le plus important. Finalement, il va orchestrer vos plans de reprise d'activité. Donc comment ça marche? Eh bien, tout simplement, c'est un applicatif qu'on va mettre on top de la solution, où on va déclarer les VM les plus critiques, et où on va du coup appliquer des SLA, des politiques en termes de RPO et de RTO qu'on souhaite atteindre. Et on va positionner les VM dans l'ordre de redémarrage que l'on souhaite. Et cette solution-là va vous permettre de faire des tests automatiques. Donc on va tester notre plan de reprise d'activité de manière automatique, par exemple hebdomadaire, on va pouvoir le tester. Et de manière quotidienne, on va faire un health check de toutes ces informations-là. Donc le cas typique qu'on a dit, c'est j'ai changé mon mot de passe administrateur sur une base de données, et je ne l'ai pas renseigné. Et bien, dans mon test quotidien, dans mon environnement isolé, eh bien, je vais pouvoir garantir, par exemple, que lundi matin, je vais avoir l'information que je dois changer le mot de passe. Et je vais avoir toute une documentation comme ça en français, ou en anglais si vous voulez, mais en français la plupart du temps, qui vous détaille donc toutes les étapes de votre plan de reprise d'activité. Et ça peut être aussi une garantie d'assurance. Vous pouvez montrer ce papier-là à votre assureur afin de montrer que vous avez pensé aussi à votre plan de reprise d'activité
et aujourd'hui, ça aide justement pour être assuré. On pourra y revenir sur cette solution. Mobilité des données, je vais passer rapidement, mais comme je disais aussi en introduction, aujourd'hui on est sur un environnement de plus en plus hybride, des clients qui vont aller mettre des workloads, des VM un peu partout, et notamment dans les environnements, hyperscalers. Donc nous historiquement, une fois qu'on a commencé à protéger via les agents les serveurs physiques, on avait cette capacité à faire du P2V, donc à migrer sur l'environnement virtuel. Après, on a supporté la partie VMware, Hyper-V, AHV, et on fait donc du V2V, on est capable de migrer d'un environnement à l'autre. Migrer ou sauvegarder ou redémarrer sur ces environnements-là. Aujourd'hui, avec le support de la partie cloud, on fait du V2C, donc on a la capacité à redémarrer une VM qu'on a sauvegardée sur l'environnement virtuel, sur AWS, Azure ou Google par exemple. Et même également, on a la possibilité de passer d'un cloud à l'autre. Donc nos sauvegardes, ce qui est important de retenir, c'est qu'elles sont portables, et on a cette capacité du coup à protéger ces environnements-là, parce qu'il est important de les protéger. Alors pourquoi il est important de les protéger? Et notamment, j'ai pris l'exemple de Microsoft 365, une solution plutôt SaaS, et j'ai pris une doc Microsoft, j'ai mis le lien en bas, et donc Microsoft explique comment ça se passe. Vous faites chiffrer, vous faites attaquer par un ransomware, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les bonnes pratiques? Première étape, la meilleure chance donc, pour protéger en interne d'une infection, c'est de vérifier vos sauvegardes. Donc, Microsoft a fait croire qu'il n'y avait pas besoin de sauvegarder, que leur infrastructure était résiliente pendant de nombreuses années. Et en fait, sur leur documentation, leur première demande, eh bien, c'est de vérifier vos sauvegardes. Et puis le deuxième, c'est aussi de désactiver tout ce qui est ActiveSync et synchronisation OneDrive. Donc là, c'est aussi important peut-être de mettre des agents sur les postes de travail pour les sauvegarder également. Voilà, c'était juste l'exemple pour Microsoft 365. Voilà, en synthèse, je crois que c'est mon dernier slide, avant-dernier slide. Ce qu'il faut retenir pour la protection des données et de votre environnement on-prem et puis maintenant même hybride. Donc si vous retenez des choses, au niveau sauvegarde, il faut avoir respecté la règle des 3-2-1, vérifier les sauvegardes, donc la fameuse fonctionnalité Sure Backup, Sure Replica, d'avoir une notion d'immuabilité, que ce soit par une appliance Vim Hardened Repository, que ce soit par de la bande, que ce soit par du cloud, etc. En tout cas, avoir de l'immuabilité. Des mécanismes de restauration avancés et sécurisés. Donc la restauration sécurisée, eh bien, c'est tout simplement faire une analyse antivirus avant de restaurer, d'être granulaire, d'orchestrer son plan de reprise d'activité. Et avec tout ça, logiquement, vous avez pas mal de clés pour bien redémarrer. Et quelques conseils pour finir. Faut aussi être dans un mode un peu parano en termes de cyber-résilience. Donc pensez au pire. Donc on a parlé des copies ultra résilientes, mettre en place du chiffrement, du séparation des rôles, de la segmentation, ne pas autoriser tous les utilisateurs à accéder à la plateforme de sauvegarde. Il y a aussi beaucoup de bon sens. Et puis externaliser sur la bande chez un partenaire. Et puis avoir cette gouvernance, cette priorisation. Je commence par quoi? Souvent nous, bizarrement, on a l'habitude de dire que faut commencer par protéger la sauvegarde, c'est le dernier point. C'est le seul moyen pour pouvoir redémarrer. Donc, voilà, donc de prioriser les différentes actions afin d'être certain de pouvoir s'en sortir et de pouvoir redémarrer rapidement son activité parce que ça a un coût financier au niveau de l'image et ainsi de suite. Et donc c'est important d'être prêt à se protéger des environnements et des attaques cyber. Vous avez peut-être des questions? Moi j'en ai une. Oui. Chiffrement des backups. Donc aujourd'hui, RGPD nous impose d'aller supprimer les données à caractère personnel des utilisateurs, ce qui peut poser un problème sur l'archivage par bande, puisqu'on sait que si on archive à 5 ans, à un moment donné, on va dépasser les années légales de gestion des RGPD. Est-ce que vous travaillez ou est-ce que vous avez des processus qui permettent de ne plus accéder à des données à caractère personnel sur des bandes à moyen terme? Alors, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et y compris avec des certificats qui pourraient être à un moment donné simplement désactivés, qui permettraient de ne plus accéder à la globalité des données d'une bande. Alors,
la manière où on va répondre à cette problématique-là, alors déjà sur la partie chiffrement, il y a plusieurs choses. Soit on peut chiffrer déjà le transport, qui permet de se protéger, et après on peut chiffrer le backup. Donc là on utilise de l'AES-256 qui est certifié ANSI, etc. Après pour tout ce qui est partie RGPD et données à caractère personnel, on ne va pas le traiter sur le fichier de sauvegarde qui finalement est éteint. C'est au moment de la restauration qu'on va pouvoir le traiter, et on a une fonctionnalité qui s'appelle Stage Restore, et donc de pouvoir, au moment où on la redémarre, de lancer un script qui va permettre de supprimer les informations à caractère personnel. Ok. C'est de cette manière-là qu'on va répondre à cette problématique. C'est-à-dire qu'il y a tout un workflow de gestion de ce script-là pour pouvoir dire ce qu'on garde ou ce qu'on laisse dans une restauration. Exactement, donc on redémarre sur un environnement isolé où on va appliquer ce script-là pour supprimer toutes ces informations-là, souvent dans des bases de données, la plupart du temps. Ok, super. La première question est toujours la plus dure. C'est pour ça que... Moi j'ai juste une question sur ce qu'on a vu, notamment sur la partie protection ransomware. C'est accessible dès le premier niveau de licence de vie? Alors, bonne question sur la partie licensing. La réponse est oui. Je réfléchis sur ce qui n'est pas accessible. Mais aujourd'hui, on a fait évoluer aussi notre système de licence. Donc, on a toujours un licensing à la socket où on peut avoir des mises à jour. Par contre, on ne peut plus acquérir de nouvelles licences à la socket. Donc, on a migré plutôt sur un environnement de type VUL. Donc là où on est à l'instance. Comme je l'ai présenté, on peut protéger les bases Oracle, on peut protéger des VM qui sont AWS. On ne va pas protéger toutes les sockets dans AWS, ça va coûter très cher. Donc on a cette capacité à sauvegarder énormément de workload. Et donc là, avec la VUL, c'est simple, il n'y a qu'un seul niveau de licence, il n'y a plus la partie standard Enterprise, Enterprise Plus, il n'y a plus de questions à se poser. Par contre, historiquement, sur la partie socket, le Harden Repository, c'est le premier niveau. Sure Backup, c'est peut-être Enterprise. Il faudrait que je valide. Non, je pense que c'est niveau Enterprise. Il y a une matrice de compatibilité que je peux vous envoyer si vous voulez qui est disponible sur le site. Juste pour voir, nous je pense qu'on a le niveau de licensing assez... on doit être Enterprise ou quelque chose comme ça. Enterprise, ça fait déjà beaucoup de choses. Ouais, Après, le passage Enterprise Plus, c'est plus sur les notions de pilotage des snapshots. Et les bandes Bandotech pour pouvoir backuper des objets, parce que je crois que sur les objets, il y a une particularité. Tu peux pas backuper d'objets si tu n'es pas en Enterprise Plus. C'est ça. Tu backupes que du fichier. Que du fichier. Des fichiers après. Ouais. Donc il y a quelques particularités. Et Vim One? Et Vim One, donc du coup, ça intervient dans un bundle, qui est la Vim Availability Suite, qu'on achète finalement, qu'on upgrade bien sûr, avec le Vim Backup Application. Merci beaucoup. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Au plaisir. Ouais, je serai là après s'il y a des questions. Tout à l'heure, j'ai vu, j'y avais laissé. Bonjour tout le monde, nous sommes l'équipe ITOM, donc pour la partie sécurité RDVM aujourd'hui sur le sujet qui nous intéresse en sécurité. Je vais faire très vite parce que j'étais pas prévu dans la présentation, donc c'est juste pour redonner quelques chiffres sur ITOM comme l'ont fait mes collègues juste avant pour resituer un petit peu. Donc ITOM, c'est une société américaine de 1911, donc qui a fêté ses 110 ans l'année dernière. On est plus de 100 000 personnes dans le monde, 20 milliards de chiffre d'affaires, donc c'est une grosse société. On est propriétaire de nos usines en Asie, donc ça c'est important à dire parce qu'on a une grosse maîtrise de nos chaînes de production, des matières premières, de la logistique. Ça veut dire que pendant le Covid, on n'avait quasiment pas eu de pénurie. On livrait sous 24 heures, 48 heures nos grossistes. Donc ça c'est important à dire. On a plusieurs canaux de distribution. On a le marché data center sur lequel on n'est pas leader. On a la grande distribution avec les magasins boulanger, Amazon, tout ça, Conforama. On a le marché électrique qui est très développé, avec un marché indirect avec des gens comme Sonepar, Excel, ça c'est pas notre partie. Et moi je suis sur le marché IT sur la région nord-ouest. Donc IT c'est le réseau 100% indirect, donc on travaille en direct donc via grossistes et partenaires, comme Envolis, avec qui on est très heureux de collaborer. Société américaine, usine en Asie et recherche et développement mondial à Montbonneau à côté de Grenoble. Donc ça c'est très important. Tout ce qui est onduleur, PDU, APS, etc., on les design, on les conçoit en France, dans ce qu'on appelle la Silicon Valley de l'électrique en France, donc la région de Montbonneau à côté de Grenoble.
où historiquement vous avez des gens comme Bernard Gérard, Schneider Electric, etc. Et donc pour la petite histoire, au niveau de la croissance d'Eaton en France, en 2007, la Commission européenne oblige Schneider Electric à vendre une partie de son activité parce qu'ils étaient déclarés en situation de monopole mondial. Donc il y a eu un appel d'offres, Eaton l'a remporté. On a repris une partie de l'activité monophasée de Schneider et donc on a commencé dans ces années-là à reprendre les gammes Schneider et à mettre de la gamme Eaton. On a commencé aux alentours de 20% de part de marché en France. Aujourd'hui, on est à 65%. Donc on est le plus gros faiseur d'onduleurs en France. APC, toujours leader mondial. En France, 65% Eaton, 22% APC. Et le reste, 12% à peu près, ce sont tous les autres, dont HPE qui fait de l'Eaton États-Unis en fait. C'est de l'OEM. Ouais. Ils mettent une étiquette HPE sur des matériels. Voilà, donc on n'est pas les moins chers, par contre plus on monte en gamme, plus on va être les seuls à faire des choses comme IPM, de l'arrêt de machines virtuelles, des choses comme ça. Donc notre marché c'est le monophasé, les PDU, les ATS, donc en onduleur les monophasés, les triphasés aussi qui sont fabriqués en Finlande. Et donc voilà au niveau de la chaîne. Je vais laisser la parole à Thomas qui va faire une présentation qui est très basée sur l'aspect sécurité et logiciel. Et donc voilà, ce qui fait notre force aussi chez Eaton, hormis la fiabilité des produits et le service, c'est notre présence en région. Donc c'est pour ça que là on sort d'un séminaire de rentrée à Montbonneau et la plupart des gens là-bas me disent tu passeras le bonjour à François et ses équipes. Donc ils ne savent même pas quelle taille fait Envolis en fait, ils connaissent juste Envolis à Montbonneau. Donc voilà, ça en dit beaucoup sur notre relation. Et sur la façon dont on travaille chez Eaton, il n'y a pas de petits ou de gros revendeurs, il y a une collaboration et puis le focus satisfaction client final. Voilà, à toi. Merci. Bien, je te laisse. Oui, ok. Je m'appelle Thomas Van de Herve, bon, un nom imprononçable qui vient du Nord. Je suis venu renforcer les équipes France justement pour le lancement du software Intelligent Power Manager dans sa deuxième version, donc qui est une toute nouvelle version. Il y a mon collègue Thomas là, qui est arrivé de peu chez Eaton aussi dans cet objectif-là pour renforcer la présence au niveau IPM. Donc si vous demandez Thomas Eaton, vous allez tomber sur un Moi, sur un Thomas Eaton. Voilà, facile. Ce que je vais rapidement voir avec vous aujourd'hui, c'est un peu quelle est la place d'IPM dans l'offre globale d'Eaton, hein, donc comment IPM trouve sa place là-dedans. L'intégration de tous ces éléments dans une solution globale, c'est important. Et après aussi, donc, voir quels sont les challenges qu'on va pouvoir résoudre avec IPM, donc en quoi le software IPM peut ajouter de la plus-value pour les solutions à offrir aux clients, aux utilisateurs finaux, etc. Et voir brièvement en quoi IPM est une solution qui s'adapte facilement aux différentes infrastructures qu'on va retrouver sur le marché. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eaton, ces dernières années, investit beaucoup dans le digital à différents niveaux. C'est un choix stratégique qui est fait, c'est une transition qui avance lentement, mais qui avance bien. Et donc là, avec la version 2 d'IPM, on est en plein dedans et c'est le sujet principal d'aujourd'hui. Mais sachez évidemment que cette transition apporte des autres solutions. Et donc là, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous voulez plus d'informations à ce niveau-là. Mais il y a des solutions complètes au niveau d'ICIM, donc gestion complète des data centers, de pouvoir recréer les data centers en vue complète 3D avec tous les éléments, pas nécessairement les racks et les éléments IT, mais l'ensemble du data center. On a aussi des solutions basées sur le cloud pour le monitoring à distance. Quand on a différents sites à différents endroits dans le monde et que forcément les réseaux ne sont pas forcément interconnectés, les solutions basées sur le cloud pour le monitoring peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, IPM, c'est une solution qui est vraiment installée dans l'infrastructure à gérer et à protéger. La cybersécurité, c'est évidemment un sujet très important, donc il faut savoir que toutes ces solutions sont développées dans cet objectif-là. Donc, par exemple, les cartes réseau qu'on va mettre sur les onduleurs qui vont pouvoir permettre d'envoyer les données vers le logiciel ou une série de certifications en cybersécurité. Les softwares eux-mêmes suivent cette stratégie-là, donc au sein d'Eaton, il y a un processus continu d'évaluation des menaces, de la situation et de pouvoir apporter des correctifs rapidement quand il y a besoin d'en apporter. Donc c'est une certaine garantie qu'on essaie toujours d'offrir le top niveau en matière de cybersécurité. Donc,
Dans les composants qu'on va retrouver dans une infra classique, il y a évidemment les onduleurs, je vais vous les présenter, vous les connaissez. La distribution d'énergie via les PDU ou les transferts switch qui vont permettre de basculer de l'alimentation à l'autre automatiquement. Évidemment, le transfert de données via ces cartes réseau, j'ai précisé avec le focus sur la cybersécurité. Et alors nous, le message qu'on a envie de vous faire passer, n'oubliez pas les softwares, n'oubliez pas IPM. C'est un composant important et j'espère que je vais arriver à vous expliquer pourquoi il a sa place là-dedans et que c'est un élément à ne pas oublier. Si on regarde une infrastructure typiquement, ça peut représenter à quelque chose de ce style-là. On va avoir l'alimentation électrique qui vient des onduleurs, qui contient les batteries, donc qui va permettre de pouvoir continuer l'alimentation électrique en cas d'interruption d'alimentation électrique. On a les PDU ici qui vont distribuer dans la longueur dans la hauteur du rack l'électricité à différents éléments. Et là, on va retrouver les serveurs, les switches, etc. On a aussi les sondes qui vont permettre de récolter une série d'informations, température, humidité, mais aussi des informations externes. Éventuellement, je vais y revenir plus tard. Et donc, IPM, il va s'intégrer directement dans l'infrastructure parce que IPM, c'est un logiciel qui se présente sous forme de virtual appliance. Donc, c'est juste une machine virtuelle qu'on va déployer dans l'environnement. Donc, vous travaillez en Hyper-V, vous travaillez en VMware, Nutanix, peu importe. On déploie la machine IPM virtuelle au sein de votre infra et donc on pourra la gérer, la surveiller, la prendre en charge. Et donc, dans IPM, on va avoir donc la collecte, le centralisage de toutes ces informations de votre infrastructure, que ce soit le storage, avec DataCore évidemment, que ce soit les onduleurs, que ce soit tous les SNMP devices. Il faut savoir que du moment où un device nous donne de l'information SNMP, on peut récolter cette information, on peut la traiter. Donc c'est pas captif sur Eaton, c'est tout ce que vous voulez. Raphaël a mentionné APC, APC on va évidemment pouvoir le gérer sans problème. Et donc du coup, IPM va pouvoir intégrer les agents d'arrêt qui vont pouvoir permettre d'orchestrer les arrêts propres en cas de problème. On va y revenir. Et donc, vous voyez là les représentations virtuelles qu'on va pouvoir créer au sein d'IPM qui permettent de rapidement avoir le visu du rack et de comprendre la situation et de gérer les choses efficacement. Donc, quels sont les challenges auxquels on va pouvoir répondre en IPM? Ok, juste un petit rappel, c'est des données Gartner, ok, mais ils sont quand même intéressants parce qu'on pense que les problèmes électriques, ça arrive toujours aux autres, mais la réalité des faits, ce n'est pas le cas. Et ça risque pas de s'améliorer dans le futur, je pense. Je pense que l'énergie va devenir un sujet sensible, donc au-delà de la protection suite à des problèmes d'alimentation électrique, il y a aussi le contrôle des flux d'énergie qui va devenir un sujet de plus en plus important pour faire des économies, pour s'assurer qu'on ne surconsomme pas, etc. Donc, quels sont les défis que vous pouvez rencontrer? C'est évidemment peut-être des ressources IT limitées. Donc on n'a peut-être pas forcément tout le temps des gens sur place pour pouvoir réagir rapidement quand il y a un problème. Si on a simplement besoin d'apporter une petite modification au rack, etc., on n'a pas nécessairement toujours envie d'envoyer quelqu'un physiquement sur place pour voir ce qu'il y a moyen de faire, etc. Un autre challenge, c'est d'optimiser la productivité en maximisant l'uptime. On va voir qu'avec IPM, on peut arriver à optimiser ce genre de choses en pouvant définir un certain niveau de criticité sur certaines applications et donc gérer leur gestion, leur arrêt, etc. en fonction. Et donc pouvoir apporter un maximum d'uptime sur les éléments qui sont les plus critiques, donc qui impactent la production directement. Les interruptions, évidemment, de services brutales, tout le monde comprend bien que ça peut occasionner des pertes de données. Ça, c'est embêtant, donc ça, c'est évidemment un challenge auquel on va vouloir répondre avec IPM. Et un sujet qui devient de plus en plus au bout du jour, c'est l'impact environnemental. Et donc là, une solution software comme IPM qui va centraliser les données de consommation électrique, la gestion du flux énergétique au travers du rack, commence à avoir son sens. Aussi, sans oublier que la gestion propre
enfin la gestion intelligente des arrêts propres, etc., va peut-être aussi permettre d'optimiser les ressources qu'on a à disposition sans devoir nécessairement investir davantage dans des équipements hardware supplémentaires. On va y revenir. Donc un premier volet de la solution IPM, ça va être tout ce qui est la partie supervision. Okay, le monitoring, c'est quelque chose effectivement qui est important et qui va permettre aux utilisateurs finaux d'avoir une vue précise de la situation de leur rack et de pouvoir agir en fonction des contraintes environnementales. Toutes les valeurs sont donc facilement accessibles. J'ai mentionné les valeurs énergétiques, mais les valeurs des appareils qui eux-mêmes envoient leurs informations à SNLP. Donc ça permet d'avoir une plateforme centralisée, un seul user interface à partir duquel on peut tout consulter, tout voir, et à partir duquel du coup on peut gérer les alarmes, voir à partir de quel déclencheur on a des alarmes, et donc avoir un système automatisé de notification en fonction des besoins spécifiques de l'utilisateur. Donc beaucoup de flexibilité à ce niveau-là. J'ai mentionné évidemment que ce n'est pas uniquement Eaton, on s'adapte à l'infra telle qu'elle est, donc on va prendre les informations là où elles sont, à partir du moment où on a la possibilité de les récolter. Et on s'intègre évidemment avec des solutions comme LDAP pour être en parallèle avec les Active Directory. Concrètement, j'ai mis quelques screenshots pour voir concrètement à quoi ça va ressembler. Donc IPM, on va construire dedans virtuellement le data center. Alors data center, c'est un grand mot, ça peut être quelque chose de très simple, hein, ça peut être un rack dans une salle, mais on va appeler ça un data center. On va pouvoir créer dans IPM plusieurs data centers, donc si on a plusieurs sites qu'on veut un peu monitorer de manière distincte, on peut créer différents data centers et donc on va pouvoir naviguer d'un data center à l'autre sans problème. Donc le premier élément de monitoring qui va être intéressant, c'est d'avoir ce dashboard global au niveau du data center. Donc là on a la moyenne, le résumé de toutes les données du data center qu'on est en train de superviser. Vous voyez qu'on va avoir des infos de consommation électrique, et si on a les capteurs de température et d'humidité, toutes ces informations-là vont revenir aussi. La situation des alarmes, quels équipements sont en alarme, donc les choses qu'il y a à surveiller, etc. Un chouette outil aussi, donc du coup, c'est d'aller dans les salles du data center et d'aller voir au niveau des racks ce qui se passe. Et donc on va construire, au moment où on configure IPM, on va construire le flux d'énergie. Donc on va dire voilà, j'ai mon alimentation électrique EDF qui alimente un onduleur, cet onduleur alimente un PDU, et telle prise du PDU va alimenter tel serveur. Et donc le logiciel est capable, en live, de nous donner les consommations électriques de chaque équipement. Donc quand on a des PDU comme ceci qui nous donnent les informations de la consommation électrique par prise, on va directement voir quelle est la consommation de chaque alim des différents serveurs. On a la consommation totale au niveau du rack, au niveau des PDU. Et donc là derrière, on peut déclencher tout ce qu'on veut au niveau des notifications, que ce soit email, que ce soit SMS ou ce genre de choses, avec les triggers de son choix. Voilà. Quand on arrive à telle valeur de consommation, c'est que j'estime qu'il y a un problème quelque part, je veux être notifié pour pouvoir agir. Ça permet aussi d'avoir une gestion pratique du rack. Je dois rajouter un serveur. Où est-ce que j'ai de la place? Je ne dois pas forcément aller voir sur place, j'ai toutes les informations ici, les disponibilités qui sont renseignées. Évidemment, toutes ces données, il y a un historique, donc on peut toujours aller consulter, voir en arrière quelle a été l'évolution. Si on a un trend qui montre une augmentation constante de la consommation électrique sur les dernières heures, sur les derniers jours, alors qu'on n'a ajouté aucun équipement, aucune nouvelle application, on peut peut-être se dire qu'il y a un problème, qu'il y a peut-être une alimentation qui est défectueuse, etc. Et on peut agir, et là de nouveau, on peut créer des alarmes qui vont derrière. Tous les éléments évidemment qu'on va connecter à IPM, on va pouvoir les retrouver listés de manière assez simple dans IPM, mais ça va donc vous permettre de les voir. Vous pouvez trier ces listes par rack, par data center, et on a déjà les valeurs qui sont jugées les plus importantes directement consultables. Mais évidemment, le but c'est de s'abstenir de devoir aller sur les interfaces utilisateurs de chaque appareil un par un pour avoir les données détaillées. Donc à partir d'ici, quand on clique sur un appareil, on a directement accès à ces données détaillées comme on les retrouverait sur l'interface utilisateur de l'élément en question.
Donc on récolte tout, on synthétise tout. Donc le but est vraiment, comme j'ai dit, d'avoir un interface utilisateur qui vous permet de tout voir et de tout gérer sur votre infra. Il y a un autre, donc par rapport à tous les challenges qu'on a présentés un peu plus tôt, donc il y a une autre optique, ok, pour répondre à ces challenges, je vais pouvoir gérer mon infra. Et là on a aussi développé des outils qui sont intéressants, qui sont des outils de configuration de masse ou d'upgrade de masse. Quand on a une grosse infra avec plusieurs onduleurs ou plusieurs PDU, quand on doit aller faire une modification de configuration quelle qu'elle soit et qu'on doit aller se connecter sur les interfaces utilisateurs des PDU les uns après les autres pour aller faire la modif, ça prend du temps, c'est pas très agréable comme boulot. Ben avec IPM, on peut simplement prendre une configuration et aller la copier sur tous les autres éléments de même nature. Un gain de temps énorme. Même chose avec les firmware. Il y a un nouveau firmware de carte réseau qui est sorti. Ben, évidemment, je vais mettre mes cartes réseau à jour. De nouveau, si je dois aller sur toutes mes cartes réseau une par une pour mettre le firmware à jour, ça prend un temps dingue. Dans IPM, on va aller chercher le firmware et le logiciel va directement détecter par lui-même les équipements qui sont compatibles avec ce firmware, les mettre à jour à partir d'IPM. Ok, donc là, on est vraiment dans la gestion efficace de l'infrastructure pour réduire la charge sur le personnel IT, etc., de pouvoir agir rapidement, efficacement. L'optimisation de l'infrastructure, et là évidemment c'est le gros volet d'IPM et c'est sa raison historique d'être, c'est la protection de votre infrastructure. Donc là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des automatisations qui vont permettre de directement agir au niveau des VM, au niveau des serveurs, au niveau du cluster, pour prévoir les arrêts propres, pour prévoir le transfert de données d'un site vers un autre, et ce genre de choses. Okay. IPM ici dans sa version 2, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées par rapport à la version 1, si vous l'avez connue, dans la gestion de ces automatisations. Déjà tout simplement dans la facilité de la création de ces automatisations, mais aussi dans les possibilités qu'on a. Donc le type d'environnement qu'on peut protéger, la complexité des scénarios qu'on peut créer en fonction de la réalité. Voilà, une chouette présentation de DataCore. De DataCore, on va pouvoir le faire assez facilement, peu importe la configuration. Si PM utilise la mémoire du DataCore ou non, ben, on va pouvoir toujours s'en sortir avec les outils IPM pour prévoir l'arrêt propre global de l'infrastructure. Quand on pense automatisation, en général, on a en tête ceci, un événement électrique. Donc il y a un événement électrique, il y a une perturbation électrique, il y a une coupure de courant, l'autonomie de mes batteries n'est pas infinie. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va gérer ça? Comment on va maintenir le plus longtemps possible les applications critiques? Et comment, si on arrive malheureusement au bout de l'autonomie des batteries, comment on va prévoir l'arrêt propre pour avoir après un redémarrage facile de l'infra, etc. Donc IPM arrive en bout de chaîne. Mais il y a un autre volet pour lequel IPM prend tout son sens aussi, c'est les événements environnementaux. Qu'on soit sur des problèmes de température ou d'humidité, les températures, la clim est en panne, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne qui est là au bureau, c'est le week-end, la température est en train de monter en flèche, qu'est-ce qui va se passer? IPM va récolter ces données pour pouvoir agir dessus. Mais alors avec le petit sensor qu'on a, vous voyez ici en vert, en petit là, sur le côté, un petit sensor ici, c'est ça, c'est deux contacts secs. Ces deux contacts secs vont permettre de raccorder là-dessus à peu près ce que vous voulez comme type de capteur. Que ce soit des détecteurs de fumée, des détecteurs de flux d'eau, des détecteurs d'ouverture de porte, etc. Et donc là, on peut aussi utiliser IPM pour lancer des automatisations du type mon détecteur de fumée s'enclenche, l'information arrive à IPM, j'envoie une série d'emails, une série d'SMS à certaines personnes, je prévois le transfert de mes applications critiques vers un autre site pour maintenir ma production, et je ferme tout le reste, par exemple. Je me permets juste un petit commentaire, parce que sur le point 1, qui était pourquoi on a référencé IPM, on était en difficulté dans les environnements de cluster avec virtualisation de stockage en cluster étendu double salle, pour aller gérer les arrêts de la production
réduction de machines virtuelles. Pourquoi? Parce que quand il y a une salle qui a une coupure de courant, en fait il faut basculer les workloads, on bascule les machines virtuelles dans la deuxième salle, avec la spécificité de la virtualisation du stockage qui est que la VM doit s'éteindre en dernier après toutes les autres. Et puis quand il y a une coupure de courant dans une salle, une coupure de courant dans une autre salle, qui peut même arriver des fois de manière un peu décalée, et bien comment on fait pour aller gérer ces événements, les centraliser et de dire au lieu de basculer on éteint complètement et on éteint complètement les VM par ordre et finir par la virtualisation de stockage. Et ça historiquement, le software ne savait pas le faire, il fallait qu'on script, c'était compliqué. Les gens avec qui on a fait des recettes électriques, on a vu que c'était pas si simple que ça. Et aujourd'hui, ce qui amène IPM, c'est concrètement la réduction du nombre d'incidents qu'on va avoir à traiter sur les coupures d'électricité par le fait que tous les scénarios vont nous permettre de traiter très facilement ce qui était avant complexe devient simple avec ce software. Voilà. Eh ben, merci pour ces témoignages. Les cas concrets, il n'y a pas mieux. Voilà. Ok, donc ça c'était juste... Pour la Non, il n'y a pas de problème, c'est parfait. C'est la meilleure publicité qu'on peut avoir. Donc voilà, donc ça c'était juste pour rappeler que IPM, voilà, c'est pas uniquement les événements électriques, n'importe quel type d'événement qui peut impacter la production, qui peut impacter l'infrastructure, on va pouvoir aussi le traiter comme déclencheur d'automatisation. Donc au niveau de la protection de l'environnement virtualisé, concrètement comment ça se passe? On va créer un connecteur vers cet environnement virtualisé, vers un vCenter, vers un ESXi en standalone, vers un Hyper-V, peu importe. Et donc à partir de ce moment-là, IPM va récolter toutes les données de l'environnement virtualisé. Okay, donc on va avoir toutes les VM qui vont apparaître, on va avoir tous les ESXi qui vont apparaître, les VM DataCore qui vont apparaître, tout ce qui compose l'infra. Et donc vous voyez que même dans la gestion, tout ça, des arrêts en fonction de l'importance des applications, on peut aller très finement et définir au niveau des VM l'ordre de séquencement qu'on va arrêter. Alors le screenshot ici est sur la version de 2.4, on est à la version 2.6, donc là normalement dans 2.6 il y a même une nouvelle colonne où on peut manuellement définir la criticité des éléments. Donc là dans les séquencements d'arrêt, on peut apporter des statuts OVM non critiques, critiques ou infrastructures, et donc ça permet de grouper facilement dans une catégorie pour séquencer la gestion de ces VM. Donc tout est là, tout est listé, on a les statuts, donc c'est aussi facile de gérer tout ça. Alors au niveau des automatisations, concrètement comment ça va se passer? On a un exemple très simple, ça se base sur une structure un peu plus simple, un déclencheur et une série d'actions derrière. Donc, comme on dit en anglais, les if et les then. Déclencheur, j'ai une coupure de courant. Donc là, on est en train de surveiller le statut d'onduleur 67. Il y a une coupure de courant, il passe sur batterie. Mon automatisation va se déclencher. L'automatisation, qu'elle peut être par exemple, je m'envoie un mail pour m'avertir, super. Puis j'ai pas envie de commencer l'arrêt tout de suite. Je me dis, peut-être donner un peu la chance que ce soit une coupure de courant très courte et donc que ça revienne. Donc avant de démarrer quelque chose, on va croiser les doigts que ça va durer quelques minutes comme coupure. Donc je mets un petit délai, j'attends. J'attends que mes batteries tiennent par exemple 80%. Après 80%, on se dit bon là c'est que la coupure de courant va être un peu longue, donc on va commencer à faire un arrêt. Et je vais commencer par arrêter un groupe de VM, que je vais pouvoir même ce groupe de VM définir de manière totalement dynamique. Parce que quand on est dans des clusters hyperconvergés où on a du DRS ou ce genre de choses, à un instant T, quelle VM est en train de tourner sur quelle autre, c'est variable. Mais donc dans IPM, on va même pouvoir créer des groupes dynamiques, donc ils vont pouvoir dire, voilà, je veux sélectionner toutes les VM qui sont en ce moment en train de tourner sur telle hôte. Et on peut combiner plusieurs conditions. On peut dire, je veux sélectionner toutes les VM qui sont en train de tourner sur cette hôte sans les datacores. Donc là, on va fermer toutes les VM qui tournent sur cette hôte sans toucher aux datacores. Donc c'est des groupes dynamiques qui, en live, checkent toutes les VM qui correspondent aux conditions qu'on a fixées pour ne cibler que ces VM-là. Et donc là, en fait, typiquement, c'est pour aller cibler toutes les VM qui ne sont pas critiques, pour moi, pour mon usage. Et donc, je cible des VM qui ne sont pas critiques, mais qu'est-ce qui se passe? Je réduis la consommation électrique en sortie d'onduleur, donc je vais augmenter le backup time pour toutes mes applications qui, elles, sont critiques. Et donc, je peux me permettre d'attendre encore, en espérant que le courant va revenir. Et à 30% de batterie, là, je vais estimer que tous mes espoirs sont foutus, et je vais faire un cluster shutdown complet pour arrêter proprement toute l'infra, y compris du storage partagé type datacore, sans aucun problème. À tout moment là-dedans, j'ai
j'aurais pu le mettre comme exemple assez intéressant, on peut prévoir des portes de sortie évidemment. Si à un certain moment de l'automation on se rend compte que mes conditions initiales ne sont plus remplies, ben on peut dire j'arrête là. J'arrête là et je peux déclencher autre chose. Donc par exemple ici, avant de faire le cluster shutdown, on peut mettre un check pour voir si les conditions initiales sont toujours vraies. Si ce n'est plus le cas, donc que le courant est revenu, on peut déclencher une autre action qui va redémarrer tout ce que j'ai au préalable arrêté. Donc il y a aussi toujours moyen de sortir d'une boucle d'arrêt quand il n'y a plus raison d'être. Il y a aussi la possibilité, ici on voit un exemple avec if-then, mais aussi avoir des if-else. Donc là ça peut être intéressant dans ton exemple. Ouais. J'ai une salle 1 où il y a une coupure de courant, mais la salle 2 n'a pas de coupure de courant. Qu'est-ce que je fais? Je fais un transfert de données de la salle 1 vers la salle 2. L'inverse possible. Les deux salles sont en arrêt, je fais un cluster shutdown complet. Donc on peut aussi complexifier un peu les déclencheurs en les combinant avec différentes choses. Donc tout ça est très flexible, très personnalisable en fonction du besoin. J'aime bien cet exemple chiffré parce qu'il illustre pas mal de choses que j'ai évoquées, notamment l'aspect green d'une certaine façon, parce que quand on parle de backup time, on pense batterie, j'ai besoin d'une certaine quantité de batterie. Ok, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant de batterie? Peut-être pas forcément. On est dans une situation ici, voilà, on a trois ESXi par exemple, voilà, qui tournent. Chacun héberge un certain nombre de VM. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec IPM? Je vais pouvoir dire, d'abord, je vais déclencher une migration de mes VM que je juge critiques, donc qui sont importantes pour le système. Donc forcément vCenter et IPM, parce que sans ça on n'a plus rien, le DNS parce que autrement ils vont avoir du mal à communiquer, un DHCP, et alors toutes les applications de production que je veux garder le plus longtemps possible. Ce qui me permet de libérer ces éléments-là, donc de fermer toutes les VM que je ne veux pas nécessairement garder alimentées le plus longtemps possible, de fermer les autres qui les hébergent. Le résultat de ça, c'est qu'en situation initiale, j'utilisais 90% de la puissance électrique disponible de mon onduleur, ce qui faisait une autonomie de 10 minutes. Mais quand je ferme toutes mes applications qui ne sont pas critiques, j'ai réduit ma consommation en sortie de mon onduleur à 46%, ce qui a fait plus que doubler mon autonomie. Pourquoi? Parce que la courbe de décharge des batteries, ce n'est pas une droite, c'est une courbe. Donc très vite, quand on réduit la charge en sortie de l'onduleur, on va gagner beaucoup d'autonomie. Donc, l'utilisateur final, il disait « je voulais 24 minutes d'autonomie », mais en fait, il voulait ça pour ses applications critiques. Mais en fait, je les atteins en faisant un arrêt séquencé intelligent, sans devoir investir dans des masses de batteries supplémentaires qui représentent un coût à l'achat, qui représentent un impact environnemental et qui imposent aussi de changer les batteries après un certain nombre de temps. Donc la gestion intelligente des arrêts permet d'arriver à certains objectifs. Et donc là, le prix de la licence comparé à des batteries, par exemple, le calcul sera vite fait. Voilà. Aussi, j'ai oublié de dire qu'il est aussi intéressant dans cette optique le besoin d'avoir des économies d'énergie, etc. Avec IPM, on peut totalement aussi faire des arrêts, des automations de manière périodique. Tous les vendredis soirs, il n'y a personne qui utilise une série d'applications, mais je les arrête. Et tous les lundis matins, je les fais redémarrer de manière totalement automatique, sans que personne n'ait rien à faire. Et donc, là aussi, on peut faire des économies d'énergie. C'est aussi un message important, c'est quelque chose qui, avec les prix de l'énergie qui explosent, va commencer de plus en plus à avoir son importance. Le software se veut être quelque chose de facilement adaptable à votre environnement. Donc les fonctionnalités développées sont multiples. J'en ai déjà mentionné quelques-unes, mais donc ici un peu certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes de manière supplémentaire. La possibilité toujours d'exécuter des scripts. Voilà, bon, on a beau essayer de prévoir un maximum de connecteurs vers les environnements virtualisés, il peut toujours y avoir des situations où la solution prévue dans l'IPM ne peut pas couvrir ce cas-là. On va toujours pouvoir s'en sortir en exécutant à partir d'IPM certains scripts pour des choses plus complexes.
l'envoi des commandes SSH peut aussi être une solution pour les baies de stockage physique, etc. Ça permet de facilement envoyer des commandes à certains éléments. Donc au niveau de la gestion des arrêts des clusters complets, on supporte beaucoup de choses, ou même au niveau des stretch clusters, donc la gestion des domaines en faute, etc. C'est totalement intégré dans IPM et ça permet d'avoir des arrêts propres de l'ensemble du cluster. On va aussi avoir des connecteurs vers VxRail, Nutanix, HP OneView et ce genre de choses-là. Et c'est en perpétuelle amélioration. Hein, donc là déjà, rien que sur cette année-ci, on a eu 3 versions d'IPM qui sont sorties. Parce que constamment nos équipes travaillent de développement, qui sont basées à Montréal d'ailleurs, travaillent continuellement pour améliorer les fonctionnalités, pour répondre de plus en plus aux besoins du marché. Donc il y a tout le temps des nouvelles fonctionnalités qui sortent. Donc comme j'ai dit, IPM est une virtual appliance, hein, donc c'est juste un paquet, une machine virtuelle qui est sur une base Linux qu'on va déployer dans l'environnement. Donc c'est très simple, on déploie la VM, on la démarre et c'est parti. Ce package est disponible au format OVA, au format Hyper-V aussi en VirtualBox. Hein, si jamais il y a toujours des utilisateurs qui veulent avoir déployé ça sur une machine physique, il suffit d'y mettre VirtualBox et alors déployer la VM IPM sur VirtualBox. On a 3 éditions d'IPM, en fait c'est exactement le même software, hein. Je veux juste vous rassurer à ce niveau-là, si vous voyez ça sur le site internet dans la documentation, c'est exactement le même software, c'est juste 3 niveaux de licence, donc en fonction de la licence, il y a plus ou moins de fonctionnalités qui sont débloquées sur le software. Voilà. Ceci est un utilisateur qui a juste besoin des solutions de monitoring, donc voir le rack, voir les valeurs, suivre la consommation énergétique, avoir les notifications, gérer les alarmes en fonction de ses besoins. La monitor va le suffire, donc il n'a peut-être pas besoin d'investir dans la licence Optimize qui est un peu plus chère. Voilà. Alors, des petites informations supplémentaires qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, si on parle d'IPM2, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà utilisé, ça veut dire qu'avant on avait un IPM1. Et qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui utilisent IPM1, donc on a un programme d'upgrade pour passer à IPM2, parce que IPM1, forcément, tout doucement, on va arrêter le support complet sur ce software-là. Donc ça, c'est juste une information, pas de panique, on a un programme d'upgrade pour vous accompagner dans le passage à IPM2. Et alors, aussi évidemment, en termes de test du software, on fournit sur demande des licences d'essai. Okay. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait. Ça permet évidemment les licences d'essai de tester, de mettre en place la config complète, de voir si ça marche selon les besoins avant d'envisager l'achat de licence. Tout ça se fait à partir du site internet directement. C'est 60 jours entièrement fonctionnel, c'est-à-dire que vous utilisez toutes les fonctionnalités, vous n'allez pas être surpris par un bouton qui va vous dire non, pour débloquer cet essai, il faudra payer. Vous avez 60 jours pour tester l'application dans votre environnement et vous voyez ce que ça. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Quand tu montes dans IPM ta baie et tu intègres par exemple ton serveur, quelles sont les informations qui remontent automatiquement et quelles sont les informations que tu peux aller ajouter, type peut-être numéro de série, fin de garantie ou autre, c'est un serveur ou autre? Ça dépend des informations qu'on est capable de recevoir. Donc, par exemple, on va créer un lien, je ne vais même pas prendre l'exemple d'un truc Eaton parce que c'est trop évident. Mais par exemple, on veut mettre un moduleur d'une marque concurrente. À partir du moment où on reçoit en SNMP l'information sur le numéro de série, le numéro de modèle, etc., ça va être intégré automatiquement, on ne va pas le faire. Par contre, un serveur qui, lui, ne va pas nous envoyer d'informations quelconques, alors là, manuellement, on va pouvoir intégrer certaines choses si on le souhaite. D'accord. Okay. Et quelle chose du coup? Ce qu'on veut. Il y a plusieurs champs disponibles. Je ne pourrais pas dire par cœur. On ne peut pas créer de champs malheureusement, mais il y a pas mal de champs qui sont disponibles. Je ne pourrais pas te dire de mémoire lesquels, je peux regarder après si tu veux. Mais là, donc, on peut manuellement rajouter certaines informations. On peut extraire les assets également. J'ai eu des cas de personnes qui utilisaient IPM pour faire de la gestion avant leur profit plan.
vérifient un petit peu la quantité d'onduleurs qu'ils ont sur leur parc, l'âge de leur onduleur, le besoin de remplacement, ils extraient tout ça dans CSV. Les colonnes sont filtrables et ça leur permet de se projeter sur les besoins financiers pour l'année suivante. Donc IPM permet quand même de centraliser et d'afficher ces infos. Est-ce que tu peux te créer des alertes par rapport à ces différentes données que tu as intégrées? Ça, je suis pas sûr. Onduleur, fin de garantie telle date, 6 mois avant, envoi de mail. Non, on a des super produits pour ça. Non, en fait, on a des garanties standards, mais on a aussi oui, il revient. Non, mais on a des garanties standards, on a aussi des advanced garanties, qui sont des garanties où on a une partie de la garantie qui est gérée dans le cloud, donc chez nous à Montbonneau. Et en fait, on gère cet aspect fin de garantie, etc. Oui, mais là, tu parles pour le matériel Eaton. Ouais. Eaton ne fait pas encore de serveur ou de... Non, ouais, c'est pour la partie onduleur. Par rapport à ça. Ouais. Quand t'as parlé alerte fin de garantie, j'ai pensé aux onduleurs. Non, c'est en général Ouais, sur ce que tu pouvais virtualiser dans ta baie. Mais ça vaut le coup de le prendre en compte quand même. Parce qu'encore une fois, la R&D à Montbonneau est très réceptive, donc on a vraiment un réel dialogue et toutes les remontées d'informations, on les amène. Et rien ne dit qu'en version 2.8, ça ne va pas être. Donc on prend note et on remontera. C'est pas la version Coco. Après, c'est un vrai sujet pour nos partenaires informatiques de voir comment on gère les parcs des clients avec les fins de garantie, etc., les parties logicielles, les parties matérielles. C'est un vrai sujet, hein, avec des vrais outils pour ça. Donc, pour avoir été dans le métier avant, c'est un vrai sujet. Et mieux c'est fait, plus les clients finaux sont sereins et satisfaits, en fait. En service manager chez Involis, on intègre les contrats de licence et le matériel sont directement intégrés dans les extranets des clients. Juste pour boucler, ce que je disais par rapport à l'exemple des stretch clusters, mais moi je suis militant du fait de bien piloter les infrastructures au niveau électrique. On sait que quand il y a des incidents, c'est toujours des incidents qui sont complexes à gérer, c'est-à-dire que les infrastructures sont down. S'il y a des fois des difficultés à remettre en route, on sait que ça devient très vite coûteux. C'est en plus des incidents qui peuvent arriver quand les équipes informatiques ne sont pas là le soir, les week-ends. C'est en plus des incidents qui sont chiants à gérer en début de semaine, lundi matin, parce qu'il y a eu des opérations de maintenance de week-end. Donc vous savez qu'avec Involis, sur la partie service manager, notre engagement, c'est de dire qu'on doit avoir moins d'incidents dans le temps et DataCore par la haute dispo, Vim par la capacité à restaurer et Eaton sont tous des moyens pour dire moins d'incidents ou des incidents qui doivent durer moins longtemps. Voilà. Donc un bouclage. Merci. Il y a peut-être d'autres questions? Est-ce qu'il y a un health check des batteries sur IPM où il indique la durée de vie des batteries? Alors IPM reçoit les informations des onduleurs. Donc c'est les onduleurs qui gèrent leur propre batterie. Donc en fonction des modèles d'onduleurs, il y a plus ou moins de fonctionnalités de gestion des batteries. Typiquement dans les onduleurs monophasés, on va avoir le contrôle des mesures au niveau de l'onduleur. Donc quand il y a un problème de tension, bande de batterie, etc., on va avoir un défaut batterie. Et ce défaut batterie va évidemment remonter dans IPM. Calcule pas la durée de vie ou... Alors la durée de vie des batteries, ça c'est un élément qui n'est pas mesurable proprement parler, la durée de vie de batterie, parce que ça dépend de tellement de facteurs environnementaux qui vont impacter la durée de vie des batteries. C'est pas quelque chose qui est anticipable. Effectivement, l'élément principal c'est la température. Par rapport à la température nominale dans laquelle les batteries sont censées travailler, une augmentation de 10 degrés de cette température, ça peut réduire la durée de batterie de 50%, donc ça peut être énorme. Il y a aussi le cyclage. Donc quand on a un environnement électrique très perturbé et qu'on met un onduleur par exemple de type line interactive, et il va tout le temps passer sur batterie pour des très courtes périodes. Donc ça augmente le cyclage des batteries. Donc à ce moment-là, dans des environnements très perturbés électriquement, il vaut mieux mettre de l'onduleur online qui va pouvoir gérer ces perturbations. Online double conversion. Voilà, online double conversion, sans donc imposer un passage sur batterie. Donc température, cyclage des batteries, c'est ça qui va impacter la durée de vie des batteries. Mais en moyenne, les fabricants de batteries nous disent la durée de vie d'une batterie, ça va être autour de 4 ans. Ce qui fait qu'au niveau des onduleurs, chez Eaton, il y a une alarme automatique qui va arriver au bout de 4 ans pour dire fin de vie de batterie. Alors ça ne veut pas dire qu'effectivement les batteries sont mortes et qu'il faut les changer,
mais c'est juste un avertissement en disant par rapport à la moyenne de la durée de vie des batteries, il y a peut-être temps de contrôler si elles vont toujours bien, donc de tester un passage aux batteries pour voir si elles tiennent toujours bien la charge, etc. Et là, évidemment, cette alarme peut aussi être renseignée au niveau du PM et donc peut aussi générer un mail, etc. pour être informé de ça. Sachant qu'évidemment, quand des batteries vieillissent, ce qui peut se passer aussi, c'est la réduction de leur temps d'autonomie. Donc la tension au bord des batteries est bonne, les batteries physiquement, elles ont l'air en bonne santé, donc l'onduleur n'est pas capable de mesurer un défaut et donc de renseigner un défaut. Mais en réalité, quand l'onduleur passe aux batteries, au lieu de tenir 20 minutes, ça va en tenir 10. Et là, il n'y a pas de miracle, notamment après 4 ans, c'est pour ça qu'il y a cette alarme, il faut peut-être faire un petit test, vérifier qu'on est toujours bon, ou alors prévoir le changement préventif des batteries. Nous, dans les faits, au niveau du service commercial, les garanties, on va jusqu'à 7 ans sur les batteries au plomb, enfin sur les onduleurs et leurs batteries au plomb. La durée de vie moyenne, c'est 4-5 ans, comme on le disait. C'est pour ça qu'il y a cette alarme au bout de 4 ans qui dit changez vos batteries, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il faut le faire, c'est vraiment une alerte. Et chez certains clients finaux, avec beaucoup d'humidité, de saleté, des choses comme ça, et de coupures intempestives tout le temps, vous avez des batteries qui vont tenir 2 ans, et puis chez des clients, vous avez des batteries qui vont être là en marche au bout de 8-9 ans. Donc il n'y a pas de règle en fait, c'est une moyenne, et puis il y a du cas par cas, mais on reste sur la moyenne pour nos cycles, nos renouvellements de onduleurs et de garanties en fait. Alors ça peut être bien dans une infra d'avoir l'onduleur, la carte SNMP qui permet de faire toutes les remontées, et de l'associer à une petite sonde sur la baie informatique pour la température et l'humidité. Je suis déjà tout équipé, mais... Bon, tu peux ranger la sonde, Voilà. il va pas l'acheter. Monitor la température, parce que c'est ça qui va s'auto-impacter la durée de vie de la batterie. Super. D'autres questions? Ok, eh bien merci. Merci à tous. Avec grand Alors, plaisir, merci je pour votre voulais- écoute. Je voulais juste passer une petite info, parce que j'ai fait très vite tout à l'heure et j'ai oublié. On a eu beaucoup d'innovations chez Eaton en 2021 au niveau des produits. En 2022, notre actu qui est importante parce que vous pouvez les embêter avec tous ces produits-là. On a racheté une société américaine qui est sur le même modèle que nous, hein, basée à Chicago, 100 ans d'existence, qui s'appelle Triplite, et qui était notre concurrent. APC est premier aux États-Unis, Triplite et Eaton étaient second à 10% de part de marché sur le marché États-Unis. On les a rachetés l'année dernière. Et on a intégré à notre gamme tout ce qu'ils font en termes de câbles, de connectiques, de docking station, de bras, d'onduleurs pour les hôpitaux également et le monde médical. Donc toutes ces gammes-là, ça a mis du temps, elles sont arrivées chez nos grossistes, elles sont arrivées en stock en Angleterre et sur le stock en Allemagne aussi. Donc il ne faut pas hésiter à solliciter Envolis là-dessus. Et eux, ils sauront nous embêter avec tous ces produits-là. Et puis, c'est moi qui m'en chargerai, je chercherai, puis je vous dirai si ça existe. Ok ? Voilà. Merci, Je passe l'info Raphaël. parce que c'est un gros rachat, c'est une très belle opportunité pour nous et pour vous de trouver des produits comme ça. Ok. En closing de cette matinée, je voulais juste vous notifier que, en dehors du sujet de nos 3 intervenants aujourd'hui, vous savez que Microsoft active l'UMFA sur tous les comptes 365 de manière aléatoire depuis début octobre. On va communiquer la semaine prochaine parce qu'on a développé un script qui permet de sortir l'état du MFA existant par lot pour tous vos utilisateurs, pour savoir ceux qui l'ont activé et ceux qui ne l'ont pas activé, et qui permettra après l'activation aléatoire, si vous n'avez pas pu faire le job avec vos utilisateurs, de désactiver tout et revenir au statut d'avant. Donc on a développé ces scripts-là, on communique la semaine prochaine dessus, on va les livrer gratuitement à nos clients. Donc si vous êtes intéressé, si vous n'avez pas fait le job et que l'activation du MFA en automatique vous mettra en difficulté, vous aurez la possibilité de revenir à l'état d'avant en quelques secondes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire. C'est-à-dire qu'on vous laisse du temps pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions. Okay. Et donc, merci à tous nos intervenants pour la qualité, en tout cas, de vos présentations. Et puis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté pour un autre café, pour des échanges un peu plus techniques ou commerciaux. Merci à tous d'être venus. Merci. Bravo. Merci.